Je vais relancer enregistrer. Bon, Ouais, ça voilà. Bon, j'ai fait ça, on va imaginer que ça marche. Alors, je voulais juste commencer déjà sur un petit état des lieux par rapport au jeu en 4-4. Déjà sur le fait que bon, M13 ça joue en 4-4, on est d'accord. M15 ça joue plus souvent en 4-4 qu'en 6-6. Je ne sais pas dans vos ligues, mais moi les ligues par lesquelles je suis passé, on a quand même davantage de nombre d'équipes de M15 qui finalement jouent en 4-4 plutôt qu'en 6-6. Premier point d'observation, avec souvent une difficulté pour les clubs parce qu'en fait ils ont des primo-arrivants qui effectivement sont sur les M13. Donc souvent la porte d'entrée est le 4-4 et quand on a des primo-arrivants sur le M15, et ben en fait, les faire démarrer à 6, ça semble impossible. Donc, on est en fait finalement toujours dans cette difficulté avec ces groupes assez hétérogènes, parce que c'est le niveau vraiment le plus hétérogène, M13, M15, pour essayer de basculer et d'arriver assez rapidement sur le jeu qui devrait être le jeu en M15, qui devrait être le jeu de la Coupe de France, c'est-à-dire le jeu à 6. Donc, effectivement, il y a une vraie difficulté et ça doit forcément nous interroger sur quel 4-4 on propose et comment on entraîne à la fois nos M13 et à la fois nos M15 primo-arrivants et comment, entre guillemets, on va les préparer à ce jeu à 6. Alors en fait, ce qui est évident, qu'est-ce qui manque à nos débutants, à la fois nos M13 et nos M15, en fait, c'est le jeu sans ballon. Et la difficulté principale, elle est là, elle est sur le jeu sur ballon. Donc, faut aussi bien comprendre. Je dois juste poser les bases. On va avoir l'impression que je change de sujet, mais en fait, pas du tout. J'ai juste envie de parler et d'éclaircir le truc par rapport à polyvalence, spécialisation. Qu'on soit bien sur la même longueur d'onde par rapport à ça. En M17, on parle forcément de polyvalence et en aucun cas de spécialisation. Surtout sur un sport à maturation tardive comme le volley. On comprend bien qu'en patinage artistique et en gymnastique, les athlètes ils sont performants sur un très jeune âge. On va essayer de spécialiser très tôt. D'accord ? Pourquoi ? Parce que pour atteindre son prime, entre guillemets, un niveau entre guillemets international ou JO, il faut à peu près 10 ans. 10 ans, 10 000 heures. Ça, c'est toutes les études anglo-saxonnes qui ont montré à peu près ça sur toutes les études sur les sportifs de haut niveau. Donc forcément, en gymnastique ou en patinage artistique, s'il me faut 10 ans pour devenir un champion et que mon prime, il est à 11-12 ans, vous comprenez bien qu'il faut que j'ai commencé très tôt. Voilà, le volley, ce n'est pas le cas. Le volley, je suis à mon prime à 25-26 ans. Donc il faut qu'à 15-16 ans, je rentre dans une spécialisation et dans une pratique un peu intensive du volley. D'accord ? Mais avant 15-16 ans, c'est-à-dire là, on est sur développement large du joueur, apprentissage moteur, polyvalence de l'activité volée. Donc, on ne va pas rentrer dans une spécialisation. Donc, il faut vraiment qu'on aborde le 4-4 et cette transition du 4-4 en 6-6, vraiment en mettant de côté tout cet aspect spécialisation sur lequel les entraîneurs peuvent s'engager parfois trop tôt parce que l'objectif de performance à court terme, parfois sur pression des parents, des joueurs eux-mêmes, pression des dirigeants, voilà, tout l'environnement qui en fait vient valoriser finalement cette performance à court terme et va rarement féliciter l'entraîneur qui a développé ses joueurs, qui les a amenés d'un point à un point B. Voilà, on a quand même beaucoup de valorisation par rapport à ce résultat qui nous font perdre de vue, entre guillemets, ce que devrait être notre objectif d'éducateur et de formateur. C'est-à-dire, je cherche d'abord à faire de mon volleyeur d'abord un sportif. Ensuite, je vais essayer d'en faire un volleyeur polyvalent. Et seulement après 17 ans, là, on va envisager de l'orienter sur un poste. Et là, on va spécialiser pour essayer de faire de l'excellence et de la performance. Alors pourquoi là, vous pourriez penser que je suis hors sujet? Pas du tout. Parce que moi, je vais souvent sur les plateaux 4-4. Moi, mon parcours, même si aujourd'hui je suis CTS à la Fédé, moi, mon parcours, c'est d'avoir été 15 ans entraîneur de club, d'avoir entraîné les écoles de volley et les équipes M13 Benjamin à l'époque, de m'être occupé des centres départementaux, donc sélection M13 au niveau du département. J'ai toujours fait le CRE, donc le M15 au niveau de la ligue. Donc j'ai vraiment toujours été sur cette transition M13-M15. Donc je ne dis pas que j'ai la science infuse, en aucun cas. Je dis juste que je l'ai vraiment expérimenté sur cette difficulté, y compris au CRE. Quant au CRE, on a à la fois
les meilleurs jeunes de la région, c'est-à-dire celles qui font du volley depuis 7-8 ans, qui sont tombées dans la marmite et qui maîtrisent tout techniquement sur le bout des doigts. Et en même temps, on a nos fameuses M15 qui débarquent dans l'activité depuis même pas 1 ou 2 ans, qui souvent viennent de prendre les 10 cm en un an, qui mettent péniblement un pied devant l'autre et à qui il faut tout apprendre au niveau du volley. Et pour autant, on est dans une transition du 4-4 au 6-6 et on aimerait qu'à la fin des 6 stages, tout le monde puisse jouer à 6. Donc voilà, donc ce qui est la contrainte au niveau du CRE, c'est la même contrainte au niveau de n'importe quel club. Le tout petit club, il a la même contrainte. Souvent, il a une petite pénurie, il se retrouve à venir faire un condensé M13, M15 pour arriver à faire péniblement une équipe. Donc les problématiques sont exactement les mêmes. Du coup, je ne sais plus où je voulais en venir. Si je voulais en venir à ce qu'on observe aussi sur les plateaux 4-4. Ce que moi j'observe beaucoup sur les plateaux 4-4, ce qui manque cruellement, c'est ce jeu sans ballon. C'est-à-dire que souvent on voit des joueurs très statiques. Je caricature, mais souvent on a un joueur au filet qui fait son va-et-vient pour aller bloquer, qui se retrouve à devoir bloquer sur la largeur du filet, donc sur les 7 mètres. Donc faire un gros déplacement de centrale pour essayer d'être partout. Et puis 3 joueurs, on va dire, alignés ou avec un 6 reculé qui essaient de défendre sur une base 2. Voilà. Et on a un manque de jeu sans ballon. Alors, cet état des lieux, des fois un peu. Alors, j'ai une petite vidéo peut-être. Ça va être mieux, ça va encore mieux parler. Il faudrait que je vous partage mon écran. Alors, on va faire partager l'écran. Alors, c'est pas ça que je veux montrer. C'est ça. Alors, non, c'est pas ça, c'est celle. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon ou pas? Oui, oui, ça. Ouais. C'est bon. Je vais essayer de mettre du son. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin du son? Voilà. Alors, donc là, c'est de l'interdep, hein, c'est de la sélection M13, il me semble. Bon, l'état des lieux, on débarque pas là, tout le monde sait que c'est un peu la réalité de nos plateaux M13. Alors, qu'est-ce qu'il y a à regarder? Ce qu'il y a à regarder, c'est qu'en fait, on a vraiment la joueuse qui est concernée par le ballon qui est en fait qui est en action. C'est-à-dire que les joueuses jouent les unes après les autres, mais elles ne jouent pas ensemble. Et là, on tourne d'un cran et ma 14, elle arrive devant. Hein. Donc là, elle était derrière sur la position d'avant, elle va arriver devant. Et là, c'est ce qui se passe. Donc on a mis la plus grande au filet et elle va comme ça faire le contre. Donc on va la mettre sur son point fort. On a des joueuses qui jouent les unes après les autres derrière. On voit bien sûr le déficit de jeu sans ballon. Et surtout, on voit aucune différence entre les 3 systèmes. Donc il n'y a pas de différence entre le système de réception, le système de bloc def et le système de relance. C'est-à-dire que dans les 3 cas, on a une joueuse au filet qui est passeuse ou qui est bloqueuse, et on a 3 joueuses qui se partagent à peu près le terrain en étant soit alignées en réception, soit un petit peu en arrondi sur le système bloc def. Et en fait, d'avoir un système qui se veut entre guillemets simple, parce que je pense que les entraîneurs qui partent sur ces systèmes-là le font souvent par souci de simplicité et de ne pas perturber leurs joueurs ou leurs joueuses. Le problème, c'est que ce système soi-disant simplifié ne vont pas inciter les joueurs à observer ce qui se passe en face et identifier une situation et donc avoir une réflexion par rapport à l'adversaire fait ça, donc je vais me placer comme ça. Est-ce que je suis clair? N'hésitez pas à me couper. Donc là, il n'y a pas de lecture en fait. Il n'y a pas de lecture. Donc en fait, je joue en réaction et quelque part, c'est logique. Je renvoie le ballon. Bon, peu importe que l'équipe attaque, relance, de toute façon, j'ai une position qui est la même, donc il ne va pas m'inciter à observer. Donc l'entraîneur, par contre, lui, il va me le répéter. Hein. Il va me dire, mais si, observe, regarde. Mais en fait, voilà, l'action vaut mieux que 1000 paroles. Il vaut mieux que la situation impose un déplacement, d'accord? Donc, c'est bien là l'enjeu. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à nos joueurs, à nos joueuses, à identifier les situations. Alors, je continue un peu sur l'état des lieux. Bon, je peux avancer un petit peu. Bon, là, je fais volontairement, c'est une finale mini-volleyade. Donc, c'est une finale volleyade M13. Et on voit que là, on a un système de jeu en carré. Je ne vais pas m'étendre parce que
pense que vous savez de quoi on parle. Donc là, ça joue forcément la passeuse en 1, donc qui vient pénétrer. J'ai 2 attaquants de 4 et 2, une joueuse arrière qui est placée sur mon poste. Je dis 5, hein, c'est pour faire référence au placement de défense en 6 contre 6. Je vais avoir du base 1, base 2, un système relance quand j'ai identifié que l'équipe adverse ne pouvait pas attaquer. On retrouve finalement ce qui se passe quand on joue à 6. Mais ce qui est surtout intéressant là, c'est au-delà d'avoir là les 2 meilleures équipes, donc M13 de France, au-delà de la réalisation technique de ce qu'elles sont capables de faire, il y a surtout du sens par rapport à ce que j'observe. D'accord ? On part à 2 bloqueurs, mais si la passe va en zone 2, je recule ici sur la petite diac poste 2. J'étais parti sur une base 1 avancée, j'ai observé que la passe partait en 2, donc je vais reculer, défendre ma ligne. Donc je vais avoir du sens par rapport à ce que j'ai observé. Et je pense que ça, on peut rapidement le mettre en place dans le 4-4, indépendamment du niveau technique de nos joueurs ou de nos joueuses. Donc je pense qu'un primo-arrivant et un débutant en 4-4, il va peut-être, sur le système relance, rentrer trop tard, mettre une relance peut-être dans le mur ou dans les gradins, mais je suis convaincu qu'indépendamment de son niveau technique volé, être capable de comprendre, c'est-à-dire d'identifier une situation et d'être capable de reculer 3 pas sur une zone pour défendre une zone identifiée, c'est-à-dire peut-être une zone courte des 3 mètres pour prendre une relance, ça, il va être rapidement capable de le faire et en très peu d'entraînement, je vais pouvoir lui faire intégrer ça. C'est un peu là où je veux en venir. C'est-à-dire que je peux très bien entraîner et faire comprendre un peu ces systèmes et rendre mon joueur intelligent par rapport à observer une situation et avoir un déplacement et une intention de défendre une zone, par exemple, indépendamment du fait que si le ballon vient dans cette zone, peut-être je vais le rater 9 fois sur 10. C'est ça que je veux dire. Et il y a vraiment un frein, je pense, sur la façon dont on aborde le 4-4 par rapport à ça, où l'entraîneur souvent veut simplifier un petit peu le système. Donc je schématise, je vais en dire système de jeu en losange, un petit peu à plat sur nos 3 joueurs en défense, pour pas aborder rapidement le jeu en carré, parce qu'il y a des a priori sur ce jeu en carré qui seraient entre guillemets difficiles ou compliqués. Moi, je pense qu'il est souvent difficile et compliqué, parfois pour l'entraîneur, parce qu'il va manquer de billes sur en fait comment je l'aborde ce jeu en carré et comment je l'amène. Mais en fait, pour les joueurs, il n'est pas difficile. Ce qui est difficile après, oui, c'est la réalisation technique et d'arriver à être en réussite sur ce système en carré. Ça, effectivement, je suis d'accord, c'est difficile. Moi, j'avais expérimenté ce passage jeu en carré sur une sélection M13. Alors, c'était un tout petit département, c'était le Lot-et-Garonne, et il y avait vraiment un tout petit département, c'est-à-dire que, allez, 4-5 clubs, pour mettre dans le contexte, et vraiment des grandes débutantes. En fait, on a mis en place très rapidement système relance, système de réception et système de défense. Voilà, en aménageant les contacts, comme on peut le faire sur 2-2-2 avec un contact bloqué, un attrapé-lancé ou ce genre de choses. Et en fait, très rapidement, les joueuses ont été capables, en tout cas, de comprendre et d'avoir le sens de pourquoi on le fait. D'accord? Ah oui, on se place comme ça en réception pour couvrir. Effectivement, on coupe le terrain en 3. Le joueur avant est mobilisé par le service court ou le service qui pourrait prendre la bande. Effectivement, système de réception, le passeur peut, si on veut jouer par exemple à 2 passeurs ou spécialiser un passeur, voilà d'où il va partir, etc. On peut absolument tout mettre en place et on l'a mis en place sur 2 jours de stage. 2 jours de stage. Donc, je pense qu'il faut aussi lever les freins qu'on a par rapport à ça. Et une autre idée reçue qui est que, ah oui, mais si on fait le jeu en carré, et là on pourrait me pointer du doigt Île-de-France ou je crois que c'est les Flandres en bleu, en me disant, ouais, non, attends, moi je fais le losange parce que je ne veux pas spécialiser et tout le monde passe partout. Bien comprendre que losange carré n'ont rien à voir avec la spécialisation. C'est-à-dire, quel que soit le système sur lequel je vais partir ou que je vais opter, je peux très bien faire l'un ou l'autre et spécialiser à outrance ou faire de la polyvalence à outrance, quel que soit le système. Je peux très bien jouer en losange et faire comme on l'a vu sur le début de la vidéo, mettre ma grande qui fait que du bloc, d'accord, sur ces 3 positions où elle est avant, et faire systématiquement que la passe. D'accord ? Et là, elle est complètement spécialisée. D'accord ? Je pourrais très bien faire permuter mes joueurs derrière pour mettre celui qui est le moins fort à l'attaque toujours au milieu pour qu'il soit jamais de la partie en contre-attaque. Donc, je peux très bien spécialiser à outrance
sur cette organisation collective. Et en carré, comme c'est le cas ici, donc là, on voit bien que ces équipes-là cherchent à être championnes de France en M13. Donc, on est sur la spécialisation. Il y a une passeuse identifiée, une attaquante prioritaire, etc., etc. Pour autant, sur ce jeu en carré, je peux très bien choisir de jouer avec tout le monde prend la passe, chacun son tour. D'accord? Et voilà, et on met le jeu en carré, mais pourtant, tout le monde passe absolument sur tous les postes. Donc voilà, donc je lève juste ce lièvre-là parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues. J'allais te le dire. Bonjour François. Ouais, bonjour, vas-y. J'allais te le dire, notamment au moins pour la passeuse, parce que du coup, pour moi, sur le jeu en carré, tu as un passeur, tu as une passeuse. Les trois autres peuvent être polyvalents et faire un petit peu tout. Et voilà. Mais c'est vrai que j'avais jamais réfléchi au fait qu'on pouvait avoir un jeu en carré et les quatre joueurs ou joueuses passent tour à tour à la passe ou sur les autres postes. Ouais. C'est intéressant du coup. C'est vrai que pour avoir souvent fait cette compétition, les Voliades M13, c'est vrai que j'ai été surpris en fait qu'il y ait quand même une bonne partie des équipes qui jouent encore pas en carré. Certaines qui y jouent et bon, vraiment qui spécialisent. Bon, ça s'entend sur ce type de compétition. Encore une fois, l'important c'est comment on entraîne et qu'est-ce qu'on fait la semaine. C'est-à-dire que je prends l'exemple des stages du CDE, mais on va développer la polyvalence. Après, rien n'empêche qu'effectivement le jour J, peut-être en se rapprochant au dernier temps de la compétition, on fasse jouer les gens sur leurs points forts et qu'on mette du sens par rapport à ça. Maintenant, si tout le contenu de comment t'entraînes tout au long de l'année est uniquement orienté et dirigé vers cet objectif de performance avec ton équipe, pour moi, on fait complètement fausse route. Je caricature volontairement, c'est comme si pour être champion régional M13 dans ta ligue, par exemple, en fait, pour gagner, effectivement, tu mets ta grande qui ratisse au bloc, tu mets ta petite qui défend les feintes et puis qui balaye derrière, qui laisse tomber zéro ballon. Et puis tu as compris que ça servait à rien d'attaquer, mais de pousser à 10 doigts fond poste 1. Et qu'il fallait servir pied au sol tendu de loin pour avoir du rendement au service et être efficace. Et en fait, et là, effectivement, si tu fais ça, tu as de fortes chances d'être champion régional à la fin de l'année. Sauf que quand tu fais ça, tu hypothèques déjà, les chances de ta grande centrale qui balaye, qui est potentiellement grande centrale en M13, parce qu'elle semble grande à 1,73, mais c'est potentiellement une petite récep attaque du CRE ou une libéraux de Pôle Espoir, je caricature volontairement. Donc déjà, celle-là, tu la grilles. Tu n'encourages peut-être pas la passe en suspension, d'accord? Parce que dans ton objectif de performance à court terme, peut-être la passe en suspension amène plus de déchets ou moins de précision de passe. Donc, tu vas interdire la passe en suspension ou en tout cas pas la travailler à l'entraînement. Tu vas interdire le service sauté flottant, par exemple, parce que tu as plus de rendement en servant pied au sol 3 mètres derrière la ligne de fond. Et tu as un peu plus de déchets sur le sauté flottant. Enfin bref, tu n'encourages pas à attaquer quand la passe est un peu compliquée en 4. Donc tu vas dire, bah non, assure, pousse au fond 10 doigts, poste 1. Donc après, on fait de nos joueuses comme ça des championnes de la continuité. Et après, et c'est une réelle difficulté, je fais une parenthèse sur notamment le volet féminin, sur ce problème d'intention à l'attaque. Et si effectivement, nous, on fait ce constat que sur les âges 17 ans, on a des joueuses sur des rentrées de pôle espoir ou même sur du CRE euh, qui, euh, qui font du volet depuis 6-7 ans, 6-7 ans, et qui n'ont aucune course d'élan et qui finalement arrivent sous leur ballon. Et pourtant, là, je pourrais même parler de bonnes joueuses de volet, c'est-à-dire des joueuses qui tripotent le ballon, qui ont 6-7 ans de volet, mais finalement qui vont à l'attaque en enroulant et en assurant. Pourquoi? Parce que pendant 6-7 ans de volley, on les a conditionnés sur fais pas de faute, d'accord? Sur fais pas de faute. Et quand on interroge ces filles-là et qu'on leur dit, mais à quoi tu penses quand tu te prépares pour aller à l'attaque? Eh ben, je pense à enrouler sur la ligne. Et en fait, quand on interroge ces filles-là, on se rend compte qu'au niveau de l'intention, il n'y a pas une intention que le point soit terminé à la fin de mon attaque. C'est-à-dire d'aller dans la rupture. Donc, c'était ma petite parenthèse, mais pour dire quoi? Pour dire que mince, j'ai perdu le fil. Si, c'était pour dire que je vais, j'essaie de reprendre le fil, excusez-moi.
Qu'est-ce que je disais juste avant de faire ma parenthèse? Tu parlais enfin, on parlait de la spécialisation, enfin, de spécialiser ou pas Ah oui, oui, voilà, spécialiser et oui. de griller éventuellement un Ouais, joueur qui a son voilà. potentiel et tout ça. D'accord. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que si ton travail sur la semaine, tu l'orientes sur ta performance, voilà, en fait, tu fais fausse route et forcément, tu ne développes pas ton joueur et tu ne vas pas le préparer à ce qu'est la réalité du volley en 6-6, en fait. Hmm. Et ce qui est la réalité du volley de bon niveau quand ce joueur-là, il va arriver en M17. Travailler à court terme ou travailler à long terme. Voilà, exactement. Donc, à mon sens, il faut vraiment que sur parce qu'en fait, en plus, ce passage M13, M15, pour moi, il est vraiment charnière. Pourquoi il est charnière? Parce que si, en fait, tu es dans ce 4-4 sans jeu, sans ballon, où on n'a pas développé ta polyvalence, parce qu'on t'a cantonné à un rôle qui allait faire que tu allais être efficace sur ce niveau de jeu et sur cette réalité du niveau de jeu M13. En fait, quand tu vas arriver en M15, ben, tout d'un coup, on vient te rajouter 2 mètres de plus de ligne de fond. Donc déjà, on te rajoute une autre trajectoire de type de service. Et là, ça change. François? Oui, pardon, vas-y, Ouais, Nathalie. oui, c'est Nat là. Je trouve peut-être que c'est un petit peu réducteur de développer que le 4-4. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de développer les deux organisations et que les joueurs puissent s'adapter sur ces deux organisations en cours de compétition, avec ou sans spécialisation du joueur. C'est-à-dire, tu voudrais Tu veux dire dire quoi par là? passer du losange au carré, c'est ça? Ouais, moi j'ai l'impression, si tu veux, ou alors j'ai mal compris dans le discours. Alors effectivement, le 4-4, oui, ça amène peut-être plus de jeux sans ballon. Après, tout dépend comment c'est mis en place par l'entraîneur. Et je pense que si les joueurs que tu as, tu réussis à les former sur l'organisation du jeu en losange et l'organisation du jeu en 4-4, c'est bien plus formateur que de les former que sur une organisation, soit le jeu en losange, soit le jeu en 4-4. Oui, 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 alors oui, peut-être j'ai pas. Alors je vais aller au bout de mon approche, hein. Je suis pas en train de. Comment dire? Je suis pas en train de dire le losange, faut jamais le faire, c'est nul. Et le carré, c'est le top et il faut faire que ça. Peut-être je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est encore une fois, ça dépend comment on le fait. Je peux très bien faire le carré et le faire très très mal parce que je vais spécialiser tout le monde. Pour autant, je vais peut-être pas être sur mon jeu sans ballon et sur les intentions. Et je peux très bien faire le losange et être sur les intentions, hein. Et je peux très bien avoir ma grande, par exemple, qui a balayé, qui allait bloquer le poste 2 adverse, qui en sortie de filet fait une ouverture et propose une reconstruction en attaquant en poste 4. Un joueur en 1 qui pénètre. Mon joueur qui était en 6 qui vient proposer demi-devant derrière. Je peux très bien aussi avoir énormément de richesse et avoir du sens et des intentions par rapport à ça. Voilà. Voilà, j'étais pas en train de militer un système en disant c'est ce système-là qu'il faut faire. J'étais plutôt en train de partir du constat qu'on a souvent un losange que moi je trouve pas bien fait entre guillemets, et je voulais un peu casser les a priori que beaucoup peuvent avoir par rapport au jeu en carré, qui est souvent qualifié de ah ça spécialise, ah ouais mais c'est compliqué, oh là c'est dur à mettre en place. Donc voilà, c'est plus ces idées reçues que j'avais envie de casser quoi. Voilà. Alors juste pour finir sur ma petite vidéo. Alors voilà, ouais, bon après ça je l'ai déjà dit. Voilà, j'avance juste un peu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en M15, on va effectivement avoir la hauteur du filet chez les garçons qui va monter. On va avoir ce terrain qui va augmenter de 2 mètres sur la ligne de fond. Donc des trajectoires de service qui vont être différentes. Avec, voilà, peut-être je suis un bon réceptionneur en M13 parce qu'effectivement, je vais redresser le buste et le fait court, il suffit de lever le ballon un peu devant moi et puis je suis en réussite. Puis tout d'un coup, devoir réceptionner sur des ballons plus lourds, sur des trajectoires plus tendues, sur un espace de 7 à 9 mètres, et bien, tout d'un coup, il faut que je change un petit peu ma technique. Donc, je peux me retrouver tout d'un coup en échec. C'est-à-dire que j'étais tout d'un coup bon réceptionneur M13 et je deviens un réceptionneur moyen où je me retrouve en difficulté sur ce que je pensais être mon point fort en arrivant en M15. Voilà. Se rajoute à ça les permutations qu'on va me demander en 6-6.
Voilà. Se rajoute à ça, tout d'un coup, il y a un central qui vient se rajouter, un poste 6 qui vient se rajouter. Donc, on a déjà suffisamment de difficultés inhérentes au jeu en arrivant en 6-6. Donc, forcément, si ce que j'ai fait en 4-4, c'est pas de jeu sans ballon et qu'on ne m'apprend pas à lire ce qui se passe en face et à comprendre, on comprend tout à fait que les 4-4 fraîchement débarqués dans le 6-6, ben c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme les gamins à qui on a appris à nager sur un banc sans les mettre dans la piscine, que tout d'un coup on vient jeter dans le grand bain en fait. Hein, bon, l'image elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc je passe sur cette vidéo et alors je vais vous montrer un petit document. C'est pas celui-là. Voilà, en fait c'est celui-là. Celui-là pour montrer quoi? C'est-à-dire que si en fait j'ai mis une bande exprès au milieu, mais en fait le 6-6 et le 4-4, ça pourrait être la même chose. Si effectivement je supprime mon poste 3 et mon poste 6, on voit bien qu'on se retrouve avec nos 4 joueurs et qu'en fait on pourrait très bien se retrouver avec une organisation similaire, à savoir là un recul du bloc du poste 4, mon 2 qui vient bloquer, un recul ligne, un poste 5 qui vient dans la diagonale. Et finalement, si je fais mon jeu en carré de la même manière que j'entraîne en 6-6, finalement, quand j'arriverai au 6-6, ça voudrait dire que ne viendrait se rajouter que ce poste 3 ici, ce poste 6 entre nous deux en défense. Et finalement, la difficulté n'est pas si importante. Alors oui, c'est ça dont je pouvais vous parler. Donc là, c'est un exemple. Bon, exemple d'une P4, on est d'accord. On voit bien que là, on retrouve finalement la même P4 que sur le jeu en 6-6, d'accord, où j'aurai mon poste 3 entre les deux ici. Un joueur qui est en 6-6, normalement le pointu qui se retrouverait ici. Pour autant, je ne suis pas obligé d'appliquer ça. Hein. Elle est dure cette P4, donc effectivement, je pourrais faire avancer mon poste 2, faire décaler tout le monde. Donc, encore une fois, je peux choisir de spécialiser et de partir sur un calque du volley de haut niveau et de ce qui se fait en 6-6. Mais ce qui est important, c'est de rendre les joueurs intelligents et en fait de comprendre ces systèmes et de comprendre qu'on peut très bien partir dans cette position et parce qu'on prend peut-être la sauce sur un service poste 1, être capable de se réadapter et de se redéplacer. Et souvent, les joueurs, ils sont, par rapport aux positions, comme enfermés dans un carcan, en fait. Ils ont l'impression que c'est quelque chose qui les empêche de faire des choses. Et souvent, on arrive avec des gens qui ont voilà, des fois 8-9 ans de volley, des gens qui ne savent pas tout ce qu'ils peuvent faire par rapport aux positions et se déplacer. Bah, attends, on va changer, fais ci, fais ça. Souvent parce qu'on les enferme dans un système unique et qu'on ne les apprend pas à comprendre le système et à le faire en pleine conscience. En pleine conscience de pourquoi on le fait. Bah là, nous, on fait cette P4 parce que notre meilleur attaquant est en 2 et que notre bon passeur est là et que notre meilleur réceptionneur est là. Et en fait, le système, il faut que, si l'entraîneur il le fait pour ces raisons-là, il faut que les joueurs aient l'explication et ils ont la raison de pourquoi on s'est positionné comme ça sur cette position. Et je pense que c'est ça qui est important. J'avais expérimenté en CDE avec mes M13 ce système où en fait ce système-là, c'est eux qui l'avaient fait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait défini là, donc là, ça c'est un exemple. Hein. On avait défini en fait, je leur demandais ce qu'étaient pour eux les qualités d'un bon passeur, ce qu'étaient les qualités d'un joueur qui pourrait jouer en 2, être capable de prendre un relais de passe, être capable de bloquer. On avait identifié comme ça un peu toutes les qualités de tous les joueurs qui pourraient être présents sur le terrain. Et en fait, les joueurs presque tout seuls, on va dire qu'ils avaient pris la parole, c'est-à-dire, mais alors qui pourrait jouer à ce poste-là? Ah ben lui pourrait y jouer, mais lui aussi. D'accord. Qui pourrait jouer là? Ah ben lui pourrait jouer, lui pourrait jouer. Finalement, ils avaient un peu construit leur équipe et après, ils avaient réfléchi ensemble à ben sur cette position, comment on pourrait se placer pour être efficace ensemble et se placer sur nos points forts. Voilà. D'accord. Mais alors si on fait ça et qu'il se passe ça et que ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ouais. Et en fait, ils avaient réfléchi ensemble en fait aux positions alternatives par position. Alors là, si on est là, peut-être ça va être dur pour le passeur d'arriver là. Ça va être dur pour lui de se retourner et de faire une passe vers le poste 4. Ah, alors ben, qu'est-ce qu'on fait? Qui peut prendre la passe si jamais cette position, il se passe ça? Et en fait, la clé, elle est là. C'est-à-dire, quel que soit le système, je pense que la clé de voûte de tout, c'est rendre les joueurs intelligents
et rendre les joueurs conscients de ce qui se passe et pourquoi on fait les choses et pourquoi on se place comme ça. Et ça n'a pas besoin d'attendre le niveau technique et le niveau de ce qu'on sait faire au niveau volley. Je pense qu'il faut commencer à développer ça. Et une fois qu'on a développé ça, c'est-à-dire que le joueur, il comprend ce qui se passe, il comprend pourquoi il fait les choses, alors en fait, derrière, la technique, elle va se construire, mais beaucoup plus vite. Ça va arriver beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il va faire sa répétition et sa gamme pour progresser techniquement, il va le faire avec du sens. Il sait pourquoi il le fait. Voilà. Et je suis convaincu qu'on a souvent tendance, hein, je dis souvent tendance, mais je ne veux pas faire une généralité, mais avoir une porte d'entrée qui est trop axée sur la technique avec ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je lui propose ça, entre guillemets, c'est toujours pas faire une manchette. Ou ah ouais, mais alors pour l'instant, moi, mettre en place un système de relance, pour l'instant, on ne sait pas faire une relance. Voilà. Voilà. Moi, je suis convaincu que je peux très bien apprendre à un joueur à identifier une situation de relance, à reculer pour défendre une zone de relance, et qu'une fois qu'il y a ça, après, il va répéter un certain nombre de fois son geste de relance, mais ça doit bien se faire dans cet ordre, en fait. Et on a tendance à dire non, non, on va d'abord faire de la relance postée, et une fois qu'il saura faire une manchette, alors peut-être qu'on abordera le système de relance. Et à mon avis, on prend le problème un peu à l'envers. Alors, je ne sais pas par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez là, de ce point de vue? Ouais, François, moi par exemple, juste pour partager un petit peu une expérience un peu là, cette année là, sur le comité, donc avec les M12 filles, on a eu des petites jeunes qui étaient basketteuses, qui sont sur des sections sportives volley, mais qui jouent au basket en club, et qu'on a intégré sur le comité. Et c'est vrai que nos deux petites, on en a trois, et bon, j'en ai surtout vu deux, qui ont tellement l'habitude, si tu veux, de faire la rentrée sous le panier, l'essuie-glace sous le panier, que c'est quelque chose qui est venu tout naturellement au volleyball. Avec nous, on fait tout le temps passeuse P1 en fait. Pénétration, passeuse P1, et il n'y a pas de spécialisation, tout le monde y passe. Et en fait, les nanas, elles rentraient, mais toutes seules, elles ont appris à faire des passes, alors qu'au départ, c'était ballon tenu, lancé. Et elles ont appris, au bout de 2 jours, à faire des passes à l'aile, face à elles en 4, naturellement. Ça a été magique, parce qu'elles avaient déjà le déplacement, le jeu sans ballon. Ouais. Et c'est venu, mais super vite. Ouais, Voilà, non, je voulais juste partager ça, alors que ce n'était pas du tout des volleyeuses. Dès le premier stage, tu parles, sur la première période avant la Toussaint, ouais. on en a eu une, là, elle avait très très peu de séances derrière elle de volley. Je peux que te rejoindre là-dessus parce que en fait, on se fait souvent la réflexion, hein, tous, que souvent quand on a un gamin qui arrive qui a jamais fait de volley, on dit waouh, putain, mais il est déjà doué, t'as jamais fait de volley? Ah non, non, j'en ai pas fait. En fait, quand on creuse un peu, alors il y en a peut-être 2 sur 10 effectivement qui sont du basket, mais il y en a surtout 8 sur 10 qui sont du tennis. Qui sont du tennis, et en fait, qu'est-ce qu'ils développent au tennis? Ils développent lire une trajectoire, se déplacer par rapport à une trajectoire, se positionner derrière une trajectoire. Et en fait, quand tu as ça, après, construire la technique volée, après, forcément, c'est plus facile et ça va plus vite. Mais on se trompe si on pense qu'on va développer une technique volée et que dans un second temps, on va apprendre à se déplacer derrière la trajectoire. On est complètement à l'envers de l'approche qu'on doit avoir. Voilà. Après, par rapport à tout ça, effectivement, il faut qu'on y mette de la réussite. Parce que le gamin, il va se démotiver. C'est-à-dire que si tu l'apprends à lire la trajectoire, à se déplacer, à y aller, mais que par contre, 9 fois sur 10, il envoie les ballons dans le mur, bah après, là, c'est toute l'adaptation pédagogique par rapport à où aménager le contact, où aménager la cible, ou que le trajectoire soit facilitant, voilà, à trouver les bons curseurs, entre guillemets, pour que mon élève il soit bien sûr en réussite 6 fois sur 10, hein, décalage optimal, Linda Halal, cours de PS, vous comprendrez, mais voilà, donc c'est évident. Mais oui, oui, c'est sûr. Je pense qu'il faut d'abord développer nos jeunes, quel que soit l'âge, hein, mais à partir du moment où ils sont primo-arrivants, il faut d'abord développer un apprentissage moteur large, savoir courir, savoir lire une trajectoire, savoir lancer, savoir sauter, voilà, etc. Et une fois que j'ai construit ça, c'est le socle sur lequel je vais pouvoir construire une technique volée.
Voilà, bon, ça me semble important. Alors, je suis sur mon doc toujours. Est-ce que voilà, donc juste pour finir mon petit laïus sur mon équipe, en gros, ils se sont définis. Là, bah tiens, est-ce que le passeur, il est capable de pénétrer sur la P1? Ah bah oui, il est capable, d'accord, mais si le mec sert bien, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah finalement, lui, il prendra la passe, lui viendra en récep là. Voilà, et on avait construit comme ça toutes nos alternatives. Et évidemment, un système de jeu, quand il est co-construit et qui vient des joueurs et qu'il a été pensé par les joueurs, il est évidemment bien mieux appliqué que s'il est pondu, imposé par un entraîneur qui ne met pas le sens qui va derrière. Bon, voilà là-dessus. Donc là, bon, je balaye rapidement. Polyvalence, pas de spécialisation avant 17 ans, évidemment. Dans le jeu en carré, effectivement, on peut jouer avec un passeur, mais on peut très bien jouer avec deux. Alors, soit un passeur qui prend la passe sur les 3 positions, et puis un passeur qui prend la passe sur une position, et souvent la P1, c'est tout qu'on observe. Mais on peut très bien jouer à 3 passeurs, ou tout le monde prend la passe, chacun son tour. Peut-être que lui, il le prend quand il est avant, parce qu'il est capable de bloquer. Que l'autre joueur, il passe pas les mains, bah, au lieu de bloquer, il descend à la feinte. Après, c'est pas de la spécialisation. Après, c'est juste s'adapter par rapport au point fort de chacun. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas les rôles sur lesquels je peux placer mes joueurs pour essayer de les mettre sur mon point fort le week-end qui va guider mon travail de formateur de la semaine. Donc même mon petit, peut-être à qui je dis de pas bloquer parce qu'il passe 3 phalanges le week-end, pour autant, peut-être ce petit, je le fais travailler le bloc comme les autres, sur un filet bas à 1,80 m, où je lui apprends à franchir et à passer la tête au-dessus du filet, et savoir ce que c'est que de franchir au compte. Pardon, j'ai cru que quelqu'un avait parlé. Tout le monde attaque, y compris le passeur. Voilà, donc le passeur attaque. C'est-à-dire que même dans ce système en carré, oui, c'était pour dire que si le passeur défendait en 1, vu que je vais placer mon joueur arrière en 5, c'est vrai que moi je vous sers. Ah, on est de tour. Ah oui, c'est bon. Ah oui, ça a coupé. Ah, ouais. On perdait un petit peu le son sur la dernière minute. Là. Ah ouais, je me suis rendu compte un peu tard. J'étais parti, je parlais dans le vide. Je parlais tout seul. Oui, ce que je disais. Et donc, en fait, sur cette organisation-là, déjà en rendant les joueurs un petit peu intelligents par rapport à leur placement sur le terrain, donc bien identifier ce que fait l'adversaire sur toutes les situations qui doivent être reconnaissables collectivement. C'est-à-dire qu'en plus, la communication derrière, elle va découler. C'est-à-dire collectivement, on a identifié une situation, mauvaise recette, passeur loin, et ben, on est peut-être ou déjà sur un bloc à 2. Moi, je me suis retrouvé à faire du bloc à 2 en Benjamin, hein, juste sur lecture. Ah, on vient bloquer à 2. Si je suis en retard, je descends à la feinte. Donc, en fait, tout des, comment dire, des choses qui ont du sens finalement, qui se font naturellement, en fait. Qui se font naturellement parce que je cherche à développer ça. Après, ça implique que l'entraînement, oui, on passe forcément énormément de temps à recréer ces situations pour que les joueurs apprennent à les identifier et les mettre en place derrière. Et effectivement, ça va engendrer, entre guillemets, un peu de déchets forcément à court terme. Surtout parce qu'au fil des compétitions et des années, on va vouloir en fait à chaque compétition rajouter ça. Et à chaque fois qu'on va rajouter quelque chose, forcément au départ, ça va mettre un peu de temps à être mis en place. Et je crois qu'on tarde en fait un peu toujours trop tard à mettre ces choses en place et à demander à ce que les joueurs laissent en compétition. Je prends un exemple. Je veux développer la course d'élan à l'attaque et la rupture, donc je vais peut-être le travailler à l'entraînement, sur un filet bas pour apprendre à piquer, sur un filet haut pour apprendre à prendre mon ballon plus haut, aller chercher grand bras. Donc je vais travailler peut-être l'attaque, et pour autant peut-être le week-end, si je les encourage à attaquer tout le temps, peut-être je vais avoir énormément de déchets et je vais perdre. Et à un moment donné, là, on prend à la fois les enfants qui sont dans l'incompréhension de l'entraînement. L'entraîneur me demande de faire quelque chose qui nous fait perdre. Tu te prends les parents sur le rab. Voilà. Donc après, ça, effectivement, il faut le faire progressivement. Peut-être qu'il faut amener rupture à l'attaque. Mais si j'ai fait 2 fautes, après, peut-être je suis sûr. Mais en fait, il faut tendre progressivement vers de plus en plus de rupture à l'attaque. Donc, voilà.
pour dire qu'il y a vraiment je trouve une frilosité parfois à essayer de mettre les ingrédients sur ce qu'on fait le week-end parce qu'on est parfois, et c'est humain, toujours un peu tous on aimerait bien gagner quand même. On aimerait bien gagner et puis on met les ingrédients souvent avec frilosité. Je vous montre une autre petite vidéo. Alors, partage. Ici. Ça, c'est de la sélection. Alors, le son, on n'en a pas besoin. Alors, c'est une sélection M13. Donc, là, c'est les départements. C'était des interdep. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, on fait cette compétition. On a eu 3 stages ensemble. Et les filles que vous avez là, c'est plutôt des profils. Je fais du volley depuis longtemps. J'ai déjà un bon bagage technique. J'ai un bagage technique. Par contre, voilà, service flottant, passe en suspension et système carré, c'est quelque chose qu'elles ne connaissaient pas. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en place sur seulement 3 stages. Les joueuses qui sont à la passe aussi n'avaient pas joué sur ce système de passe pénétrant. Donc, c'était aussi quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'en fait, très rapidement, là, les filles ont absolument intégré tout le jeu sans ballon et surtout le sens par rapport à ce que je dois observer. Et en fait, la fille qui a vraiment besoin, entre guillemets, d'avoir, si j'ai envie de dire, un QI volé, et c'est elle qui va aussi permettre que ce système soit rapidement efficace et plus efficace, c'est la passeuse, sur sa capacité à bien pénétrer, à communiquer, à se replacer en défense en 1. J'ai envie de dire, voilà, c'est elle qui fait le jeu. Pour les autres, c'est pas quand même si compliqué de mettre en place le jeu en carré. Voilà. Servir, sauter flottant, passe en suspension sur les relances. Voilà, donc tout un tas de choses sur lesquelles elles ont été encouragées dans le cadre de la formation. Donc derrière, quand on arrive en 6-6, parce que ces filles-là, on les a retrouvées après sur le centre régional, forcément, après, c'est simple. Parce que quand on parle de passeurs pénétrants, on sait tout de suite de quoi on parle. On parle de zone de relance, on parle de système de relance, on parle de basin base 2. Voilà, en fait, toutes ces choses-là sont, entre guillemets, sont connues puisque c'est déjà le 4-4 qui m'a préparé à intégrer tout ça. Voilà, bon, je ne vous passe pas la vidéo en entier. L'équipe d'en face fait aussi le jeu en carré. Mais clairement, la passeuse est un peu moins rapide et a moins intégré le système de la passe pénétrante. Donc forcément, il y a beaucoup plus de déchets sur le jeu en face. Hop. Bon, j'arrête le partage. Et ça veut dire que, bon, déjà, c'est-à-dire que sur mon 4-4, j'ai entre guillemets, voilà, donc je résume, mais j'ai pensé développement à long terme, j'ai pensé jeu sans ballon, intelligence du joueur qui intègre les systèmes et qui comprend pourquoi il les fait. Donc j'ai rendu mon joueur intelligent et quand je vais arriver au 6-6, j'ai fait 80% du job. Et quand je vais arriver en 6-6, je vais toujours continuer sur ma lancée de cette polyvalence. Et trop souvent, quand on arrive du 4-4 en 6-6, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on vient de spécialiser, c'est-à-dire que, en gros, tu es la grande primo-arrivante, et en 6-6, comme on ne sait pas trop où te mettre, parce que tu es peut-être en échec sur le jeu arrière, eh bien, on vient te mettre au centre, d'accord? Donc, tu arrives en poste 3 à balayer au bloc. Quand on sait que sur les petits niveaux, le bloc, tu touches un ballon toutes les 30 attaques, en général, ça te passe au-dessus. Donc, c'est pas super motivant. C'est très compliqué en plus sur ce niveau M15 d'avoir des reconstructions et une bonne qualité de relance qui va faire que tu sois de la partie en contre-attaque. Donc, tu as une contre-attaque sur 30 qui se fait avec toi. Pour peu que l'entraîneur ait une lubie de faire de la fixation ou du temps rapide, alors que ça sert complètement à rien, tu viens sur une fixation avec un saut dans le filet, 0 ouverture d'épaule et un bras comme ça où tu vas en fait lancer le poids. Et là, en fait, on a tout gagné. Bon, je caricature volontairement, mais vous comprenez bien le message. Mais, donc, pour moi, quand on arrive en M15 et qu'on joue à 6, le 5-1 traditionnel, comme on le voit sur le haut niveau, il devrait être quasiment interdit. Quasiment interdit. Ou alors, forcément, pour moi, si on va dans cette spécialisation, c'est bien qu'on est en recherche
de faire tourner l'équipe et d'essayer de gagner, en fait. D'accord. Qu'encore une fois, je peux comprendre sur une organisation de mettre les gens sur leurs points forts sur le match du samedi. Encore une fois, ça ne doit pas diriger ce qu'on fait la semaine à l'entraînement. Parce qu'en fait, ce qui est grave, c'est que mon entraîneur, s'il met ma grande débutante au centre sur le dimanche, j'espère qu'il ne fait pas ça le mardi et le vendredi. C'est-à-dire la mettre dans des situations où elle est plantée au milieu et qu'elle fait, donc elle sort sur le libéro, pas le droit de passer derrière. Oh là, serre pas trop parce que comme tu fais des fautes, en fait, on n'arrive pas à jouer, donc je te fais pas servir. Et on a finalement un entraînement qui est orienté par rapport à la réalité du week-end. Et donc, ça doit être tout l'inverse. Mais il faut aussi que sur la compétition, on fasse des choses, entre guillemets, qui encouragent cette polyvalence et qu'on ne soit pas toujours dans mettre les gens sur leur point fort. Parce que c'est aussi le terrain de jeu de la compétition qui fait progresser nos jeunes. Et j'ai envie de dire, c'est même la compétition qui nous fait davantage progresser. 3 jours de volleyade, c'est l'équivalent de 10 jours de stage. Tous les entraîneurs de CRE vous le diront. Un tour de Coupe de France sur une opposition équilibrée et stimulante où on fait des matchs intéressants, on gagne 2 à 3 semaines d'entraînement, d'accord, de vivre ces expériences-là. Donc, la compétition, c'est aussi un terrain de jeu qui est extrêmement formateur. Et si je fais toujours jouer les mêmes, c'est-à-dire que j'ai mes titulaires et que j'ai mes remplaçants qui ne jouent pas tellement, d'accord, donc le fossé entre mes meilleurs et mes moins bons fait que se creuser. Pourquoi? Parce que je mets sur le terrain toujours les mêmes, donc eux, ils progressent. Et mes moins bons ne sont pas titulaires, donc ils régressent. Enfin, ils progressent moins. Donc le fossé se creuse. Et si sur mon terrain, je mets toujours les mêmes joueurs, qui sont souvent nos bons bricoleurs ou nos joueurs qui ont déjà une petite technicité volée, sur les postes de récep-attaque, où ils touchent 90% des ballons du match, parce que c'est ça la réalité, hein. Ils touchent 90% des ballons du match, et que je mets toujours les mêmes sur ces postes-là, eux-mêmes progressent 100 fois plus vite que ceux que je mets sur les postes. Allez, il faut bien te mettre sur le terrain parce qu'on m'impose d'être 6. Donc toi, je te mets là au centre, mais en fait, j'ai mis un chien dans un jeu de quilles. C'est-à-dire que je t'ai mis là, mais je prie pour que tu touches le moins de ballons possible, parce qu'on a quand même envie de gagner, il ne faut pas déconner. Toi, je vais te mettre sur un poste d'oppo et on va essayer que tu prennes juste la petite relance courte et idem que tu en touches le moins possible. Donc, si je rentre dans ces travers-là, même le joueur qui est titulaire, il y en a un qui va progresser 10 fois plus vite que l'autre. Donc, ça veut dire que si on est sur ces organisations-là, finalement, on entraîne et on valorise un tiers de notre équipe, c'est-à-dire nos 3-4 petits bricoleurs ou bricoleuses, c'est-à-dire ceux qui sont déjà bons. Et on ne favorise pas le développement de notre équipe, en fait, et puis de nos débutants qui sont parfois, parce qu'il faut dire la réalité, mais souvent dans nos débutants, on a ces fameux grands ou grandes qui ont grandi tardivement, qui ont du mal à se repérer dans l'espace et qui forcément se retrouvent être faibles à un moment donné. Mais c'est potentiellement et peut-être nos futurs Kevin Leroux, nos futurs Isaline, etc. J'en sais rien, je ne t'ai pas connu étant jeune, Isaline. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si je peux, là, dans tout ce que tu dis, je me reconnais, parce que moi, j'ai commencé le volley à 14 ans, 15 ans, et je me suis exactement retrouvée là-dedans. Donc moi, tout ce qui est 4-4, jamais fait. Il y avait déjà toutes les filles qui avaient 10 ans de volley DRL, donc on m'a planté au centre. Et en fait, au début, c'était compliqué de comprendre la logique du jeu parce qu'on te dit en 5-1, sur cette position, tu es là. La passeuse, elle passait son temps à me dire où j'étais, mais sans comprendre pourquoi j'étais là, en fait. Et du coup, après, et voilà, et je pense que si j'avais fait ce travail du 4-4 avant, juste de la compréhension, de sortir du bloc, etc., ça aurait mis moins de temps parce que en fait, j'ai presque joué 3-4 ans sans savoir pourquoi j'étais posté là, à cet endroit-là. Parce qu'il a manqué tout ce truc avant et que c'était trop tard. En fait, c'était pas trop tard. C'est juste qu'on est rentré tellement vite dans la spécialisation en pôle espoir que voilà, tu es là, tu fais ça. Et j'avais tellement déjà c'est pas des lacunes, mais j'avais tellement de bagages un peu en retard qu'on focalisait plus sur ça que sur le sens. Tu sais, tu parlais de sens de jeu. Ouais. Et effectivement, c'est pas évident pour les filles qui étaient à côté de moi, qui jouaient depuis 10 ans. Enfin, la jalousie, je t'en passais des meilleurs. Donc, tu essaies juste de te faire toute petite et de faire ce qu'on te dit. Mais au début, le sens était compliqué. Je comprenais pas pourquoi j'étais là ou pourquoi je faisais ça.
Parce que tu essaies de te faire petit et d'arriver au bagage technique minimum, quoi. Et c'est là où je pense que enfin, là, c'est le rôle de l'entraîneur qui est primordial, là. C'est bien de dire on croit en toi, on va faire ça, mais voilà, des fois, ça fait beaucoup d'informations, effectivement. Mais voilà, je pense que le jeu du 4-4 m'a manqué là-dessus pour comprendre plus vite le sens du jeu. Bon, aujourd'hui, ça va. mais voilà, et je pense qu'il y a enfin, il y a eu pas mal de filles de cette génération un peu dans mon profil qui ont abandonné rapidement au CRE parce qu'elles étaient dépassées par tout ça, elles ne comprenaient pas pourquoi elles faisaient ça, avec des profils physiques très intéressants, mais ça faisait trop d'informations avec trop de différences techniques entre les filles du même âge, quoi. Donc, voilà, un peu particulier. Bon, c'était juste pour le retour de je Ouais, me vois ouais, bien sûr. la fille qu'on plante ici, je comprends tout à fait. En fait, alors je sais pas si j'ai été très clair. En fait, j'essaie pas de dire que le 4-4 est la forme de jeu indispensable pour arriver à jouer à 6. C'est-à-dire que pour moi, le jeu réduit. Pour le sens du jeu, je trouve que c'est important. Et même à partir du pôle espoir, en faire encore un peu. Pour le sens du jeu. Pour Oui. toucher plus de ballon, pour comprendre les déplacements. C'est pas parce qu'on a 16 ans qu'il faut absolument se mettre en 6-6. On a le droit de faire des entraînements. Enfin, moi, je trouve que pour le sens du jeu, c'est le truc le plus rapide à mettre en place. Enfin, Oui, non, mais le 4-4, le 3-3, le 2-2, le 1-1, voilà, en pro, ils font les échauffements sur du 1 contre 1 dans certains clubs pro, voilà, où ils font du jeu réduit, du 2-2 demi-terrain. Enfin, le jeu réduit, c'est indispensable à un moment donné. Hein, c'est-à-dire qu'un volleyeur, quel que soit son poste, soit pas capable à un moment donné de jongler avec le ballon. C'est comme si on disait qu'un footballeur n'est pas capable de jongler au foot ou un gardien n'est pas capable de tirer un coup franc. C'est impensable. Donc, un volleyeur, de la même manière, il doit être capable d'attaquer une balle haute. Voilà. Qu'on soit passeur ou qu'on soit central, si j'ai une situation mini, qu'on m'envoie une montagne aux 3 mètres en 1, être capable de sortir, prendre une course d'élan, adapter une course d'élan par rapport à un ballon haut, ça devrait être, j'ai envie de dire, une constante du volleyeur, indépendamment de son poste. Et c'est toujours effarant de se dire, voilà, putain, mince, lui, il est central ou lui, il est passeur, il ne sait pas attaquer une balle haute, mais du tout. Du tout. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, on l'a spécialisé et on lui a pas appris ça. Ou, oh là, il ne sait même pas faire une passe attaquable 4 et 2. Pareil, faire une passe attaquable en 4 et 2, ça veut bien dire que dans la formation, quel temps on a pu consacrer à la passe du non-passeur et à savoir faire une passe attaquable. Faire une passe attaquable en volée, j'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba commun à n'importe quel volleyeur. Tout le monde devrait. Donc voilà, donc dans la polyvalence, il y a un certain nombre de bases, pour moi, à laquelle on ne peut pas passer à travers. Et si on passe à travers, c'est qu'on spécialise parce qu'on veut performer à court terme. Et en fait, quand on fait ça, clairement, on hypothèque tout le bagage volé et les chances d'accéder à son meilleur niveau plus tard. Hein. Bon, je prends l'exemple de la balle haute, mais bon, j'en ai. Voilà, sur le jeu arrière, où on a déterminé que tu n'étais pas bon en réception, donc en fait, on te mettrait jamais en réception, quoi. Voilà, ça c'est. Voilà, puis le poste de libéraux à 13-14 ans, il vient encore plus hypothéquer le truc, quoi. Pareil, le poste de libéraux, je ne conçois pas, moi, qu'avant 15 ans, en fait. Qu'avant 15 ans, on puisse spécialiser quelqu'un sur le poste de libéraux, parce que de la même manière, ça veut dire que c'est 2 joueurs de notre équipe minimum à qui on va jamais faire vivre l'expérience de ce que c'est que le week-end de se retrouver sur le jeu arrière. Donc, si je manage de cette façon, si tu es moins bon derrière, moi, en manageant de cette façon, je vais m'assurer que tu vas le rester moins bon. Voilà. Et puis après, tout ça, ça s'accompagne souvent. Après, quand tu as la casquette de je suis moins bon en réception, je suis moins bon derrière, et ben, ça t'aide encore. Hein. C'est-à-dire que tes coéquipiers te disent ouais, pousse de la récep, ouais, de toute façon, en récep, t'es nul. Il y a toujours des gens qui sont là pour te le rappeler. Donc après, derrière, tu as le manque de confiance qui vient se mettre là, et puis c'est terminé. À force de l'entendre, on commence à en être convaincu. Alors que c'est pas exactement. vrai. Exactement. Ça a un nom, ça. C'est l'effet Pygmalion. Ouais. L'effet Pygmalion. Et c'est vrai que si tu prends quelqu'un et que tu lui répètes qu'il est bon en récep, mais non, ta technique, elle est bonne, non, mais tu vas y arriver, et que tu es toujours derrière quelqu'un, voilà, ça va avoir des effets
assez incroyable sur la progression. À l'inverse, si je répète tout le temps à quelqu'un qui n'est pas bon, et ben, en fait, presque il va la rater avant même que le ballon arrive, hein, parce qu'en fait, il ne s'est pas préparé à. Il y a un capital confiance de 0, donc c'est raté avant même que ça démarre. Pardon, Julien, tu as levé la main, je n'ai pas vu. Vas-y. Oui, c'était juste pour une petite question par rapport au poste de libéraux justement. Est-ce qu'on peut plutôt l'utiliser pour donner du temps de jeu à quelqu'un qui n'est pas forcément intégrable dans le système? Pas forcément en spécialisation vraiment libéraux, mais moi j'ai une fille, enfin j'ai vu plusieurs filles qui sont en difficulté sur certains, notamment au poste avant, très limitées par leur taille. Je me dis que le fait de les mettre libéraux sur une feuille de match, ça peut me permettre de les faire jouer un peu plus, sans systématiquement les faire rentrer sur la ligne arrière dès qu'il y a un central qui arrive. Mais voilà, ça peut permettre de les intégrer petit à petit dans le jeu aussi. Oui, non, mais bonne question. Je m'y attendais. J'étais sûr que quelqu'un allait la poser. Mais effectivement, tu as le joueur, lui, il va peut-être te solliciter en disant, mais moi, je veux jouer libéraux. C'est mon projet, j'ai envie de ça. Donc voilà, donc à un moment donné, être entraîneur, c'est prendre en compte les motivations et les projets de tes joueurs. Donc si tu as un joueur qui veut jouer libéraux, voilà, tu vas pas lui interdire. Après, à toi, dans ta communication avec lui, euh, à lui faire entendre que c'est important aussi qu'il continue à faire peut-être l'ensemble des postes et l'ensemble des choses volées, mais que peut-être sur la partie collective, par exemple sur tes fins d'entraînement, tu vas l'intégrer sur un poste peut-être un peu de libéraux. Après, à toi à être garant qu'il va rentrer peut-être libéraux, mais qu'il ne va pas rentrer toujours sur les mêmes. Tu vois, c'est toujours pareil. Oui. Il ne va pas toujours systématiquement rentrer sur les mêmes joueurs. Et puis là, t'entraînes comme tu coaches, c'est-à-dire que ton central, il est au poteau à compter les points avec le scoreur et puis qu'il ne voit jamais le poste arrière. Voilà, elle est là, la connerie. Mais après, Oui. si quelqu'un, effectivement, tu es un jeune, même en M15, j'en sais rien, il est tellement motivé par le poste de libéraux et puis tu pourrais peut-être présumer, parce que les parents sont petits, qu'il va être libéraux. Bon, alors là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Encore une fois, Oui, là, agir en pleine je dis pas justement. Je dis pas justement en demande du joueur. C'est moi en tant qu'entraîneur qui me dit que je peux pas forcément la faire jouer ailleurs parce qu'elle est très limitée sur certaines choses. Et du coup, ça peut être un moyen d'y donner du temps de jeu euh, de cette ouais, façon-là, parce que je sais que c'est une fille qui vit pas bien le fait de jouer peu. Donc, ça peut être ouais, aussi l'occasion de ne pas la sortir du site et puis de la laisser intégrer au groupe comme ça. ouais. Ouais, donc tu peux effectivement jouer à ce moment-là avec ton libéraux. Voilà, l'important, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Voilà. Tu le fais Oui, parce que de tu le respectes le sacrifier. projet individuel de ton joueur et tu le fais en pleine conscience, c'est-à-dire pas au détriment d'autres joueurs que tu pourrais cantonner à du jeu avant et que tu ne développes pas sur le. Oui, non, c'est pour la faire rentrer justement de temps en temps, pas forcément en permanence sur un vrai rôle de leader. Moi, c'est vrai que je m'étonne toujours, on parle de la spécialisation, parce que pour moi, c'est intimement lié. Je m'étonne toujours en fait de voir si peu de 4-2 dans les équipes jeunes qui abordent le jeu en 6-6, notamment au début, hein, donc sur du M15 6-6 ou sur du M17. Finalement, peu d'équipes qui proposent le 4-2, alors que le 4-2, c'est quand même d'une richesse incroyable. C'est-à-dire que je suis passeur pénétrant sur 3 positions, je continue à attaquer quand je suis devant. Voilà, et potentiellement, peut-être que ce 4-2, je peux le faire avec mes 2 bons attaquants et pas forcément avec, entre guillemets, je voudrais pas être péjoratif, mais des fois le passeur que j'ai mis par défaut. Parce que, en fait, souvent, notre meilleur passeur, c'est notre meilleur réceptacle. C'est notre meilleur joueur. C'est-à-dire que lui, rapidement, si on le met à la passe, il peut être meilleur que le passeur qu'on a mis. Donc, des fois, ça peut être plus intéressant de jouer le 4-2 avec ou le 3-3. Le 3-3, c'est-à-dire on joue à 3 joueurs récep-attaque en triangle qui prennent la passe respectivement quand ils sont, par exemple, en 1 et en 6. Ils défendent en 5 sur la position où ils sont en 5. Finalement, je joue à 3 passeurs. Hein, donc, ils sont passeurs à tour de rôle sur 2 positions. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais fait justement sur du Interdep minimum 15. Voilà, c'était super intéressant. Super intéressant parce qu'on n'est pas devant en M15. Qui peut dire que tel joueur, il ne sera pas passeur plus tard ou inversement? Enfin, moi, je rappelle toujours que Toniutti, c'était un super attaquant hein, quand il était jeune. Hein. Ah, super attaquant. Ngapet, ses premières volleyades, il est fait en 4-2, il est passeur. Il est passeur, mais il est attaquant quand il est devant. Donc voilà, je suis toujours surpris de ne pas voir plus de 4-2 que ça, alors que je trouve ça très riche. Je suis aussi surpris de ne pas voir ce qu'on appelle les systèmes à 3 centraux,
Mais en fait, sans rentrer dans le détail, plutôt ces systèmes où en fait, tu peux te retrouver à peut-être être central un peu sur 2 positions devant, mais avoir une position à l'aile, peut-être même être sollicité sur de l'attaque aux 3 mètres. Voilà, ça doit nous interroger hein, quand on voit pas mal de nations qui basculent des centraux sur des postes de pointu. Nous, on a réussi à le faire un peu avec Vadleux, avec Leroux, parce que c'était aussi la culture du CNVB de privilégier cette polyvalence, mais des nations comme Cuba, comme l'Italie, qui l'ont fait avec Fey. Ça arrive souvent, hein, des joueurs comme ça qui changent de poste. L'exemple, c'est Gianni. Hein. Gianni, central en club, international à la pointe à Atlanta, et puis Recep Attack à Athènes. Le joueur, il a quand même fait quasiment les Jeux Olympiques et la Ligue des Champions sur 3 postes différents. Donc voilà, je pense que ça doit. Voilà, c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer, hein, c'est que je pense qu'en M15, il y a d'autres systèmes à faire tellement plus riches, parce qu'ils vont mettre en valeur la polyvalence des joueurs, que ce 5-5 copier-coller de ce qu'on voit au haut niveau, voilà, qui te limite. Je sais pas, qu'est-ce que vous qui entraînez sur ce secteur jeune, qu'est-ce que vous faites ce même constat là? Peut-être vous trouvez que j'exagère ou... Après, moi, par exemple, cette année, j'ai entraîné des M15, j'en avais 17 sur un terrain. On pouvait faire aucun système. Donc, je faisais plutôt des reprises de base avec du 4-4, des fois du 5-5. Mais en fait, c'était ingérable. Hein. Vraiment, voilà, je faisais plutôt des exos à 2 ou à 4 ou à 3 sur des déplacements. Mais il faut déjà avoir une matière à pouvoir avancer. En fait, c'est ce que tu disais au début en M15, tu te retrouves avec un nombre de personnes. Bon, ça m'a donné beaucoup de fil à retordre. Tu as un mur, C'est très chaud. Isaline, tu as un mur disponible à côté du terrain? Oui, alors de temps en temps, je faisais Oui, je faisais des gammes aussi contre le mur, mais c'était tellement Parce que hétérogène. nous, on fait pas de gamme en fait. Moi, c'est en arrivant là sur le 64 hein, que j'ai surtout développé ce truc-là par manque d'espace, on va dire, de jeu, de terrain. On fait beaucoup de 2 contre 2, 3 contre 3 contre les murs en fait. Et bon, en lecture, tout ce qui est espace-temps, tu développes énormément de choses. Et après, quand tu as des groupes à 15 sur un terrain, et finalement, le temps de filer, on le réduit énormément. On est beaucoup. Après, c'était pas tellement le nombre c'était plutôt l'hétérogénéité des groupes. Parce que là, on avait vraiment du débutant, des filles qui viennent une fois par mois, des filles qui jouaient les matchs le week-end en 6-6, d'autres qui n'avaient jamais fait. Et donc là, en fait, je partais pas du tout sur des choses de 6-6. Hein. Je reprenais des choses du jeu. J'essayais tout le temps de mélanger les niveaux, mais du coup, ça faisait aussi des histoires. Donc, mais là, j'essayais de reprendre plutôt C'était même pas des choses de base, des choses. Franchement, c'était vraiment formateur. Plus pour moi que pour elle, je pense. Mais voilà, donc dans ce M15, on est vraiment dans l'adaptation constante, en fait. On peut pas vraiment mettre en place quelque chose. Et c'était pas les mêmes filles qui jouaient le week-end avec un autre coach. Enfin, c'était un truc pas possible. Mais là, voilà, justement, ma question, c'était est-ce que quand on se retrouve avec des groupes comme ça hétérogènes, est-ce qu'il vaut mieux pas juste se focaliser sur donner du sens à ce qu'on fait plus que réellement sur la technique? Des fois, je faisais des exercices qui, pour moi, étaient simples. Il y avait 3 infos. Au bout d'un moment, j'avais décidé de ne pas abandonner et de continuer à faire cet exercice pour qu'elles commencent à comprendre que le volley, c'est un sport d'intelligent. Parce qu'elles avaient tout le temps envie d'arrêter, parce qu'elles ne comprenaient pas, parce que ça n'avait pas de sens. Et après, ça commençait à tourner. Mais il y en a certaines qui comprenaient avant les autres. Là, elles mettaient 10 minutes à expliquer à l'autre. Mais bon, à la fin, elles avaient compris que si on n'arrivait pas à finir l'exo, on continuerait à le faire. Donc, mais voilà, donc c'est pas forcément hyper ludique pour elle. Donc j'avais des demandes. Il y a une fille qui me disait toujours est-ce que je peux travailler la passe arrière? Donc j'essaie d'en prendre en compte. Mais il y en a une qui voulait travailler la passe. Les 17 autres, elles voulaient faire autre chose. Enfin,
Donc, c'est dur dans ces groupes-là de vraiment. Enfin, voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il faut juste donner du sens? Est-ce qu'il faut développer l'aspect, parce que c'était là la plupart en loisir? Quel est l'axe qu'il faut le plus développer à ce moment-là, sachant qu'il y en a qui sont vraiment pas là pour les mêmes raisons. Enfin, Là, tu touches du doigt, je pense, la problématique que rencontrent 100% des clubs, à savoir souvent manque d'entraîneurs, sureffectifs, hétérogénéité des groupes jeunes. Voilà, donc ça, c'est la problématique ultime. Moi, par rapport à ça, j'ai envie de dire, tu as dit quoi, 18 joueuses? 17, ouais. Oh, une fois, il y a eu 19. Bon, alors 17 joueuses, si déjà tu pars et tu dis on va faire du 6-6, ça veut dire que tu as un ballon pour 17. Avec 17 joueuses qui vont toucher le ballon chacune leur tour et qui, si tu me dis en plus sont débutantes, c'est-à-dire qu'en plus ce ballon il va être plus souvent par terre qu'en l'air. Donc là, je rejoins un peu ce que je disais Thibaut, c'est-à-dire que là, il faut plutôt organiser son entraînement avec des petits ateliers, essayer de, si tu n'as qu'un filet, parce que c'est aussi une réalité des clubs, ça, hein. Des fois, tu as tes sureffectifs et en plus, tu n'as qu'un filet. Donc, il faut imaginer soit un autre filet aménagé avec un élastique que tu as accroché, utilisation du mur, des ateliers où tu vas peut-être ne pas avoir besoin de filet. Et là, tu vas pouvoir faire des ateliers où on va toucher un max de ballons. En fait, de l'année, j'ai jamais fait de 6-6. Pour moi, ça n'avait aucun sens. C'était toujours à 2 ou à 3. Voilà, du jeu réduit. Mais après, c'était difficile parce que ouais, c'est pas évident parce que des fois, tu fais des ateliers à 3 de défense, base 1, base 2. Il faut que l'autre donne le top pour commencer à avoir le mouvement. Et après, tu le remets dans un contexte. Hop, il y a tout qui est parti. Donc, voilà, la transposition pour donner du sens, elle percute plus ou moins. Après, on manquait là, c'est pas en 1 heure et demie de séance, une fois par semaine. Et du coup, voilà, on se retrouvait. Moi, j'entraînais le mercredi, il y en a d'autres qui entraînaient le vendredi, d'autres qui coachaient le week-end. Donc, en plus, on n'est pas dans le même sens du travail. Donc, je suis sûre qu'il y a quelques filles qui pouvaient vraiment sortir de ce lot-là. Mais bon, t'es dans de la masse après. C'est le but aussi, hein, de faire plus de licenciés. Mais voilà, c'est un niveau qui est intéressant, mais je ne vois pas l'intérêt en fait de faire du 6. Ouais, mais il y a un gros questionnement, Isaline. C'est un peu, on en parlait déjà hier sur la conf Baby Volley. Comment on accueille, on avait débordé là-dessus, comment on accueille les primos arrivés là, qui sont débutants à 15 ans, à 16 ans, dans des effectifs, dans des structures qui sont déjà en place avec des Coupes de France en M13, M15, M17, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là et est-ce qu'on se contente de garder les profils ou est-ce qu'on essaye vraiment d'offrir la possibilité à tous de progresser, quoi. C'est hyper compliqué et on manque parfois de moyens, de terrain, de personnel. Il y a une grosse question. Je suis d'accord qu'en M15, quand on a un mélange comme ça, le 6-6 n'a aucun sens en fait. Ah non, le 6-6 n'a aucun sens. Mais moi, je suis étonné que les comités ne développent pas plus les championnats 3-3 aussi. On commence à faire du 4-4, le 4-4 se fait pas mal, mais même du 3-3, parce qu'il y a pas mal de petits clubs finalement qui ont du mal. Enfin, moi, je découvre ça sur. Avant, j'étais dans une grande ville. Maintenant, je suis moins je suis sur un plus petit département, mais il y a pas mal de petits clubs qui font des forfaits en 4-4 et qui n'arrivent pas à se déplacer à 4. Alors que peut-être en 3-3, déjà le 3-3, il y aurait peut-être davantage d'équipes, davantage de clubs. Qu'est-ce que tu en penses, François, par rapport à ça? Encore une fois, peu importe c'est-à-dire que le 3-3, c'est pareil. Il y a le bon et il y a le mauvais 3-3, comme dirait l'humoriste. C'est que non, mais c'est-à-dire que je peux aussi faire du 3-3, puis je vais spécialiser. Hein. C'est-à-dire que je mets mon meilleur en 4, il a 100% des ballons. Je mets mon petit libéro en 2, il fait la récep, et puis l'autre qui lui lève des gonfles. Et puis je peux très bien spécialiser, faire un truc qui pédagogiquement va être d'une pauvreté sans nom. Hein. Et je peux faire un 3-3 avec du sens, c'est-à-dire que peut-être je joue 4 et 2, puis je rends compliqué à l'adversaire le fait de bloquer à 1 pour obliger mon adversaire à partir à 2 bloqueurs, ce qui du coup m'ouvre des zones ouvertes avec un seul défenseur où je peux marquer en première intention sur une première main,
Ou du coup, s'il bloque à 2, je peux revenir resserrer le jeu, peut-être sur des attaquants proches. Et puis, du coup, j'ai des zones et des espaces où placer. Voilà. Enfin, moi, j'ai été effaré quand j'entraînais sur le pôle espoir et qu'on avait comme ça abordé un peu le 3-3. En fait, du manque d'intention par rapport au 3-3. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu leur dis, tiens, on avait fait des jeux à thème, c'est-à-dire qu'on avait fait plein de matchs de 3-3 sur une séance en fin d'année, et à chaque thème, à chaque match, pardon, il y avait une règle qui changeait. Et à un moment donné, on arrive sur la règle où, en fait, on est obligé de faire 10 doigts en sautant. Et là, c'était la pauvreté du truc pour repérer les espaces. J'avais imposé le partir à 2 bloqueurs, tu vois, pour créer les espaces du recul de bloc, essayer de gagner dans le recul de bloc. Voilà. En fait, pour les obliger à observer ce qui se passait en face. Et en fait, ça touche du doigt quelque chose de. C'est qu'en fait, elle monte à l'attaque, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de prise d'info sur comment est placée mon équipe, sur où est le bon bloqueur, sur où est-ce que je peux marquer. Et tu n'as pas de stratégie qui se construise au niveau de l'attaque. Alors que normalement, voilà, bon, Thibaut, tu as fait du 3-3, mais à un certain niveau, l'attaquant, il faut être sur ses intentions, les stratégies qu'il va monter, qu'il va avoir à l'attaque. C'est-à-dire que tu as déjà une première intention qui va être de ah, j'ai le ballon, j'ai le petit passeur, peut-être. J'ai une première intention qui est de taper haut des mains, long de la ligne. Et puis après, il y a la réalité de l'intelligence de comment je m'adapte. D'accord? Ah, la passe, ça tombe un peu inter. Si je reviens sur la ligne, le petit passeur va me bloquer. Je fais autre chose. Et en plus, sous le coude, j'avais déjà un plan B, c'est-à-dire que j'avais repéré à quel endroit je faisais la feinte si j'étais en galère. Donc, j'ai déjà peut-être 3 stratégies. C'est-à-dire qu'avant même que le service parte, je sais ce que je fais si la passe est bonne, je sais ce que je fais si la passe est inter, je sais ce que je fais si j'ai un brise-rein, et je sais où poser la feinte au cas où. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut arriver à créer. J'ai envie de dire, peu importe la forme du jeu, 3-3, 2-2, 4-4, à un moment donné, il faut toucher un max de ballons, il faut partir de l'intention de nos joueurs, il faut partir de là-dessus, et eux-mêmes, ils vont créer les techniques qui répondent à ces stratégies. C'est-à-dire que c'est vraiment intention, et la technique, c'est une réponse. Et tant qu'on fera, vas-y, technique, on fait un caddie de ballon, tu te mets là, vas-y, mets ton pied, ton épaule, ton coude, ton lobe d'oreille, il devrait être comme ci, et qu'on est là à mettre nos joueurs sur pilote automatique, à leur expliquer comment il faut placer leur corps, et qu'ils font ça juste pour te faire plaisir, toi, entraîneur, à se placer de telle façon, parce que tu l'as dit, on ne va pas développer des joueurs intelligents et des joueurs qui vont être capables de s'adapter aux situations. Et vaut mieux, avec tes M15, M17 débutants, faire que des petits ateliers de motricité, de mobilité, de où je suis dans l'espace, d'adresse, de contrôler un ballon, quitte à les mettre complètement dans le grand bain sur du 6-6, en fait, ils s'en débrouilleront 100 fois mieux que si tu fais du 6-6, jeu arrêté, place-toi là, permutation, va là, où tu arrêtes le jeu constamment et à perdre une énergie folle, à vouloir mettre les gens en place sur ton organisation. Je pense que ça, on prend le problème à l'envers. Et le meilleur exemple, c'est ce qu'a dit Thibaut tout à l'heure, c'est qu'en fait, très rapidement, tu dis, putain, lui, il a 6 ans de volley, ça fait 6 ans que je lui répète les choses au niveau volley, qu'on fait de la technique, il est toujours perdu sur le terrain, et c'est un éternel débutant. Et ma basketteuse qui arrive de nulle part, elle arrive et tout de suite, elle est meilleure. Alors qu'elle, elle n'a jamais fait de volley. D'accord? Et donc, voilà, c'est QFD. C'est QFD. D'accord? Vaut mieux que je fasse à l'entraînement que du jeu réduit, toucher plein de ballons. Et puis, en fait, voilà. Le reste, la technique, en fait, elle va découler de tout ça. Elle va découler. Je sais pas, Nathalie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que tu as de l'expérience quand même par rapport à tout ça. Ouais, j'ai un petit peu d'expérience. Maintenant, je partirais peut-être pas sur un soit dire de travailler vraiment les intentions. Tu vois, perso, je modérerais un peu plus, tu vois, en disant qu'effectivement, pour moi, l'intelligence du jeu, c'est primordial, c'est évident. Mais je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, de toute façon, si le joueur n'a pas un minimum de technicité, il ne prendra pas non plus forcément du plaisir. Et pour moi, c'est aussi important d'apprendre la gestuelle dans le volleyball, mais dans le plaisir. Je vais un peu déborder. Cette année, là, j'ai mis un nouveau truc en place au club. C'est l'école des petits doigts. Donc, on sort complètement du registre où on est là. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont entre 4 et 5 ans. Et je me pose la question à savoir comment
je vais leur apprendre à jouer au volley. Et du coup, on fait tout à travers le plaisir, sans qu'ils sachent. Voilà, ils savent faire des passes à 10 doigts je vais dire, en 4 mois, 4-5 mois d'entraînement, là. Enfin d'entraînement, pas d'entraînement, d'animation. Et moi, j'aimerais essayer de mettre ça en place dans les groupes suivants, avec les M13, les M15. Je suis aussi confrontée au problème qu'a Isaline là sur l'hétérogénéité des groupes. Ça fait un petit moment que je suis sur les terrains, donc effectivement, comment intégrer un débutant, comment intégrer un popo, j'ai envie de dire, c'est un gamin qui a pas mal qui maîtrise pas son corps, voilà, par le plaisir. Mais pour moi, l'apprentissage technique fait quand même partie de ma façon d'appréhender le truc. Maintenant, voilà, j'adhère tout à fait à ton discours aussi. Voilà, c'est un éternel problème, hein, l'apprentissage, comment le prendre. Et voilà, le but, c'est d'essayer d'aller voir, c'est un peu ce que disait Damien hier sur l'intervention que j'ai suivie. Il faut aller voir énormément de monde et essayer d'aller pomper un petit peu, voilà, et de construire ta propre formation. Voilà, mais moi, ce que j'ai entendu là aujourd'hui m'a donné effectivement des billes. Hein, tu vois, j'ai quand même noté que, tu vois, savoir observer et s'adapter avant de savoir jouer. C'est vraiment le truc que je vais garder, je pense, sur ce que tu as dit aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta demande. Oui, super. Super. Et en fait, par rapport à la technique, en fait, ce que je voulais pas dire qu'il faut pas faire technique. En fait, ce que je voulais aussi dire, c'est la manière dont on aborde la technique. C'est-à-dire que pour développer une technique, je pense que plutôt que de prémâcher et puis entre guillemets, de partir du geste, je trouvais plus pertinent de partir de la tâche. Hein. Donc, c'est l'approche écologique qui est un peu prônée par Émile Rousseau, hein, pour ceux qui connaissent l'école du mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, je vais plutôt partir sur une situation qui en fait va être suffisamment riche ou qui va être vraiment avec la bonne contrainte, qui en fait va être obliger à mon joueur à lui-même trouver la technique et à comment s'adapter pour être en réussite sur l'exercice. C'est-à-dire plutôt que de dire, par exemple, on parlait de l'attaque tout à l'heure, plutôt que de dire tiens, allonge ton dernier pas, va chercher ton ballon plus haut, lève le coude, tu tapes ton ballon là, tu devrais essayer de te grandir. Voilà. Je pense que lancer une balle par-dessus un tapis ou monter la hauteur du filet, en fait, va être une meilleure approche, parce qu'elle va obliger le joueur, en fait, à comprendre pourquoi il faut que j'aille attaquer en prenant le ballon là-haut. D'accord? Parce qu'on m'a mis la contrainte de ce filet qui est surélevé, et donc là, le joueur, il va d'abord construire sa technique, ce qui n'empêche pas qu'après, l'entraîneur, il vienne affiner avec lui. Ah oui, mais peut-être tu devrais essayer ça, et qu'après, ils viennent l'accompagner sur transformer son geste, etc. Mais voilà, c'était aussi ça que je voulais dire. Hein. Je ne sais pas si j'avais été. Nathalie, quand tu parlais de l'école des petits doigts, moi, il y a un truc qui me questionne. En fait, c'est en regardant mes propres enfants. Hein, ils jouent au volley. Les petites là jouent au volley avec un ballon de baudruche. Mais elles jouent au volley. Enfin, il y a des parties de volley dans la cuisine, un truc de fou. Et moi, j'aimerais trouver le moyen d'avoir un ballon qui passe du ballon de baudruche au ballon qu'on a. Ballon de soft volley. En soft volley, voilà, tout à fait. Mais entre les deux, en fait. Pas directement le ballon de soft volley. Tu vois, j'arrive pas à trouver le truc où. À Decathlon, ils ne sont pas des plus légers que ceux des soft volley. Je crois qu'ils ont développé là une. Ouais, ben, on en a un aussi, mais c'est déjà du volleyball. T'es déjà. Alors à 6 ans, ça y est. Bon, l'aîné, moi, il arrive bien à 6 ans. Mais tu vois, j'arrive pas à trouver le juste milieu entre les deux parce qu'il y a un passage là qui n'est pas évident. Oui, vas-y, Nathalie, Ouais. excuse-moi. Alors, non, il n'y a pas de souci. Si tu veux, alors nous, effectivement, on va travailler avec des ballons complètement différents. On peut très bien travailler avec les ballons de baudruche, mais on va aussi travailler avec ce qui est balle de tennis, ce qui va même être balle de hand. Le ballon de hand, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il est vraiment dur, tu vois, au contact, et assez lourd. Et effectivement, j'ai utilisé cette année les ballons Decathlon, là, comme disait Isaline.
parce que ils ont quand même le diamètre, tu vois, du ballon de volley. On craignait, nous, qu'il se fasse mal au contact au niveau des doigts, parce que c'était pas forcément évident. Et on les a mis aussi en place. Alors moi, j'ai des anciens ballons qui étaient mis en place par Casal, qui étaient jaunes et bleus, ou alors orange et jaune, là, qui étaient très bien. C'est un ballon, une valve en caoutchouc recouverte de tissu. Voilà, Ouais, c'était voilà. ça qui était bien. Et franchement, ces ballons-là, je les trouvais super. Je les ai gardés pendant plus de 10 ans d'intervention scolaire. Et je trouve qu'ils sont vraiment bien adaptés. Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des ballons différents, mais petit à petit, de venir peut-être avec le bon diamètre. Voilà comment j'essaye de fonctionner avec mon école des petits doigts, mes crevettes là, de 13 ans, de mon groupe de 13 gamins, qui est vraiment super top. Voilà, je sais pas. Parce que toi, tu travailles aussi avec les petits, Thibaut? Pas ici. Pas Je l'ai ici. fait, il y a une dizaine d'années. Et là, j'essaye de motiver mes dirigeants, mais je n'y arrive pas encore. Je vais y arriver. Au bout de 3 ans, on va y arriver. Mon souci au club où je suis depuis pas mal de temps, j'ai commencé le baby volley. On a complètement débordé là, par rapport au sujet sur lequel on devait être, hein, François. Et comment mon gros problème, c'était de me dire, les gamins, je ne les garde pas après le baby volley. Ils viennent au baby volley, ils font 1 an, 2 ans, et je suis à la section. Donc ça veut dire que mon approche n'était pas la bonne. Et donc du coup, voilà, on a mis ce groupe-là de l'école des petits doigts. Voilà. Et vraiment, on va vers le geste du volley, mais c'est girafe statue. On ne parle même pas de passage du doigt. Je me déplace, grenouille, girafe statue. Voilà. Pour le plongeon, par exemple, avant de faire le plongeon, on va leur dire boxeur. Ils vont devoir se déplacer voilà, très très vite sur le sol. Et puis, on ne dit pas plongeon, on dit on tape dans les mains. Et dès qu'on tape dans les mains, ils mettent le nombril par terre, parce que je pense que c'est un passage essentiel pour les petits de passer au sol. Maintenant, je vous donnerai les résultats dans 5-6 ans, s'ils sont encore là, et voir techniquement, et dans l'envie de jouer, et dans les intentions, et dans la stratégie de jeu aussi, ce que ça va apporter, puisqu'on essaye déjà, effectivement, à cet âge-là, de mettre un petit peu de stratégie. Voilà. Les espaces libres, c'est essentiel de suite. Ouais. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions, les autres, par rapport aux discussions là, de ce matin? Moi, je voulais juste réagir par rapport à ce que tu disais, quelque chose qui m'avait marqué avec Émile Rousseau. C'est vrai qu'on a tendance vers, de toute façon, à partir de M13 carrément, de donner un espèce de cadre de faut que ton appel soit comme ça, faut que ton bras soit comme ça, ton épaule, tu le prends à un. Et en fin de compte, dans l'approche belge, c'est un petit peu différent et je trouve que c'est très bien. Il faut aussi que chacun arrive à exprimer en fonction de ses capacités motrices et en fonction de la répartition des forces dans son corps, on va dire, de trouver sa marque de fabrique. Et je pense qu'il faut qu'on bride moins. Alors, on peut expliquer cette technique parfaite qu'on aimerait tous dans les livres, mais je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser là-dessus et laisser après, s'il y a vraiment des défauts qui sont handicapants pour la progression, essayer de les corriger. Mais si on voit qu'il y a une compensation motrice qui est faite, il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. Et je pense que justement, vers M15, on commence un petit peu à avoir des tendances motrices apparaître. Donc, voir s'il y a possibilité de le corriger. Mais si finalement, il y a un développement moteur qui devient une force un petit peu et qui n'est pas forcément syndical, il ne faut pas trop qu'on s'attarde là-dessus. C'était un peu mon raisonnement. Et alors, moi ce qui m'avait un peu, pour mon expérience, qui m'avait un peu marqué, c'est qu'il y a 2 ans, on était en stage et moi, je sers basket, mais mon mouvement est un peu bizarre. Je suis un petit peu en déséquilibre tout le temps, mon bras ne va pas là-haut. Enfin, bon, bref, ce n'est pas la technique des livres. Et Émile avait demandé à quelqu'un de filmer mon service basket, flottant. Et moi, je lui ai dit, c'est sympa de filmer, je pourrais voir justement pour corriger. Il me dit, mais je ne te filme pas pour corriger, je te filme pour montrer au fil de l'IFBB.
Je sais pas. Mais comment ça? T'as vu ma technique horrible? J'ai l'épaule qui est dans la boîte à gants. Enfin, c'est pas possible. Et il me dit non, pas du tout. Je veux juste te montrer que chacun a son développement moteur et que chacun a compensé comme il pouvait en fonction de ses forces. Et en fait, moi, ça a fait un espèce de déclic à 30 ans. Ça a fait un espèce de déclic sur que je me suis toujours bloquée en fait à me dire que j'avais pas une bonne technique, pas un bon mouvement, alors qu'en fin de compte, ça a été une force développée de l'autre côté. Donc voilà, c'était juste pour partager un peu ça, pour dire que à 15 ans, on peut guider sur une voie technique parfaite, mais que en fait, en fonction des forces motrices, les choses peuvent aussi être bonnes sans que ce soit syndical, on va dire. Voilà, c'était juste. Ok, les autres, vous avez des questions? Non, pas vraiment de question, juste le fait que je m'aperçois que je fais tout à l'envers depuis 2 ans avec mes filles, donc très formateur. J'ai mis une petite citation de l'entraîneur Allegri, l'entraîneur de foot. Si on nous en avait moins appris, on en saurait plus. J'aime bien des fois parce que c'est vrai Ah que oui, c'est vrai. voilà, l'aspect de la technicité, toujours la technique, les séries, la technique, le machin, à un moment donné. Comme disait Claude hier, qui disait, pardon, excuse-moi François, Claude qui disait, on apprend en marchant, on apprend à marcher en marchant. Oui, François, pardon. Mais ouais, non, je la connaissais pas, cette citation. Ouais, c'est vrai que je l'aime bien. Mais combien de fois vous avez pas eu votre joueur ou votre joueuse là qui rate un truc, puis tout d'un coup se retourne vers vous et qui attend, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai pas bien fait? Ah ben, Tu vois? Et là, tu as envie de dire, mais déjà toi, tu as réfléchi, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Pourquoi tu l'as raté? C'est-à-dire qu'en fait, si on rend nos joueurs, parce qu'on les habitue à les driver sur pilote automatique, en fait, eux aussi, ils se complaisent en fait dans cette dépendance à l'entraîneur, à l'entraîneur. Et eux aussi, à un moment donné, ils font même plus l'effort de s'interroger sur ce qu'ils font. Et en fait, ça, on n'en fait pas des joueurs intelligents. Hein. S'ils sont forcément dépendants de ce que l'entraîneur va dire, ou voilà, on aurait forcément toujours la solution. Voilà. Donc moi j'ai pas de scrupules. Hein, les joueurs qui me disent ah bah je t'ai pas vu parce que je regardais là-bas ou bah si je t'ai vu mais toi qu'est-ce que t'en penses quoi. Voilà. Bah et toi déjà, dis-moi d'abord toi pourquoi tu penses avoir raté. Ok bah continue, on en reparle. Voilà, faut inciter plutôt nos joueurs à chercher eux-mêmes la solution. Et en fait ce qui est compliqué c'est que des fois entraîneur on a l'impression que parce qu'on n'a pas réponse à la question, ça va être un aveu de faiblesse où on va passer pour un gland. Voilà, et je pense que c'est une erreur de penser qu'il faut avoir réponse à tout pour pas perdre la face. Et non, non, nos joueurs, il faut qu'on en rende des joueurs intelligents qui vont être capables de progresser tout seuls. Tout seuls. Et si on met des situations pédagogiques qui sont riches, je prends l'exemple de mon filet haut pour qu'il trouve tout seul. Donc si mes situations elles sont riches, c'est-à-dire qu'elles vont obliger mon joueur à transformer pour réussir la tâche. Si moi je suis là plutôt à les interroger et à les guider pour chercher eux-mêmes la solution pour progresser, mais en fait à un moment donné, je regarde ma séance tourner et presque à un moment donné, je peux avoir ces moments de silence où je regarde ma séance et en fait tout le monde progresse sur les petits ateliers, tout le monde est en train de se creuser la tête pour essayer de trouver des solutions. Et quand j'en arrive là, j'ai gagné. J'ai gagné. De penser qu'on peut être tout seul avec 18 gamins et faire des feedbacks à droite, à gauche, c'est pas possible. Ça veut dire que le seul qui va progresser, c'est celui à qui j'ai fait un feedback. Donc un seul sur 18. Et qu'il faut que je me déplace et que. Enfin, non, je pense que c'est un. Non, je pense que voilà, faut créer l'environnement. Hein. Alors c'est très EPS, hein, mais c'est vraiment on crée l'environnement. Les situations, c'est elles qui sont riches et presque elles se suffisent. Et après, l'entraîneur, il est là pour réguler, pour monter les curseurs de difficulté, pour faire évoluer les tâches, pour interroger les jeunes qui l'entraînent pour qu'ils trouvent eux-mêmes les solutions. Et voilà. Et à partir de ça, si là-dessus, après l'entraîneur, parce qu'il voit qu'il y en a un qui est en train de se noyer, il arrive et puis qu'il va par contre techniquement aider, ou parce que là, il faut vraiment corriger un truc type un appel inversé, et là, on met vraiment le doigt sur un truc qu'il faut modifier. Là, après, on arrive. Mais en fait, on arrive en dernière lame. Quoi.
Après, Julien, je pense que ce que tu dis, c'est faux de dire je fais tout à l'envers depuis 2 ans. Déjà, rien que le fait que tu sois là et que tu sois curieux de voir ce qui se fait ailleurs, Ah bah, c'est déjà pour un apprentissage supplémentaire. Et je pense que les joueurs comme les entraîneurs, c'est un peu essai-erreur aussi. Hein. On peut pas dire après. Même l'entraîneur qui a 40 ans d'expérience, il a peut-être son identité d'entraîneur, mais il doit toujours être curieux de voir ce qui se passe. Il ne peut pas dire, moi, je suis tel ou tel entraîneur, j'ai 40 ans d'expérience, je sais tout. Et non, bah alors là, pour moi, c'est un con. Enfin, désolé, mais donc, c'est sûr que rien que le fait que tu sois à l'écoute de ce qui se fait ailleurs prouve que tu as envie d'évoluer. Donc, tu ne peux pas dire tout ce que tu as fait, c'est acheter à la poubelle. C'est pas non, possible. non, mais c'est une façon de parler, mais Plus d'entraîneurs en France. Hein. non, après, je suis dans un contexte particulier. Je suis dans un club où on a une équipe, une seule. C'est un groupe M15 qui est arrivé en toute débutante l'année dernière. Ils ont fait une saison et demie. Voilà, donc je suis parti. Moi, c'est pareil, je suis pas entraîneur formé. Hein. J'ai une expérience, j'ai fait 3-4 saisons en prénat. J'ai pas non plus une expérience volet de fou. On est deux pour faire tourner le club. Voilà. Donc, forcément, c'est ce que j'ai au FI, je me forme en même temps que je vous forme. J'apprends en même temps que vous. Donc voilà. Après, moi, j'ai commencé par si vous ne pouvez pas marquer un point, faites pas le perdre pour travailler les bases techniques, etc. Euh, ensuite, rentrer ça en place dans une mise en place dans le jeu, etc. Et là, je suis en train de préparer justement l'année prochaine. Mais on a été très, très interrompu dans une grosse phase ascendante là, en début d'année à cause du corona. Et du coup, ben, au moment où je commence à mettre des choses en place pour amener gentiment à ce qu'on allait faire l'année prochaine en 2020, on va repartir de zéro directement 6-6 l'année prochaine. Donc C'est voilà. parfait, il y a Mais plein de bien temps parce que. pour Ah bah réfléchir. oui, oui. Ah bah ça, en ce moment, oui, ça cogite. Et après, il ne faut pas oublier qu'entraîner en pro, c'est le plus facile. Hein. Non, mais franchement, en pro, c'est de l'animation. Le vrai boulot, c'est tout ce qui se passe en dessous. Ah bah Et c'est sûr. enfin, pour moi, il y a des entraîneurs en pro, c'est des vraies arnaques. Hein. Franchement, ils ne vont jamais entraîner un. Enregistré. C'est enregistré, ça. Ah non, mais Il n'y a, alors pas de- j'assume tout il y a à pas fait de ce que nom, je c'est dis. pas drôle. Non, j'assume tout à fait ce que je dis parce que quand on arrive en pro alors qu'on n'est pas passé par tout ce qui se passe en dessous, bah, enfin, pour moi, l'important, c'est ce qui se passe avant. Enfin, donc, essai-erreur, moi, la première, hein, j'ai fait des années que je fais ça à côté, mais franchement, j'ai l'impression d'être une, une quiche parce que ça aussi, c'est enregistré. Mince. Non, 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 mais mais t'as c'est raison. important de savoir être humble et puis de le reconnaître. Hein. Après, le fait d'être à l'écoute aussi de ce qui se fait autour, qui commence à créer une identité tout doucement. Il y a des choses qu'on prend, il y a des choses auxquelles on n'adhère pas du tout. Mais il ne faut surtout pas dire ce que je fais, c'est à l'envers. C'est à l'envers de quoi? À l'envers de qui? non, mais c'est à l'envers de ce qui s'est dit là depuis le début de la séance sur les principes de base, le fait de leur apprendre à prendre des risques, etc. Ça, j'allais y passer justement dans les semaines qui viennent. Et voilà, tu Mais as bon, pris le ce temps sera aussi pour de l'avenir faire ce aussi. qui pour toi était important au démarrage et après, voilà, il y a pas je pense pas qu'il y a un système figé non plus. C'est pas. Bon, En après, tout ce qui est cas, enfin, intéressant, c'est que voilà, je les vois évoluer aussi. c'est Tu as changer. raison, Isaline, hein, sur ce que tu dis là, sur les entraîneurs. Hein. On peut tout à fait être entraîneur expert sur des jeunes et être hautement compétent. C'est d'autant plus difficile d'entraîner sur ces catégories-là où, en fait, il faut tout apprendre, où il y a vachement d'hétérogénéité. Ah, c'est plus difficile que des fois sur de la N3, N2, où des fois tu es avec des gens qui savent déjà jouer, puis presque tu organises un peu ton C'est de équipe. l'animation. Voilà, des fois tu te retrouves même sur de la N3 ou de la prénat, plus à animer un groupe et faire de la convivialité, et les gens cherchent à s'entretenir. Et, voilà, et sur ces groupes jeunes, ça demande une vraie expertise. Voilà, ça interroge aussi sur les clubs, sur la façon dont ils vont valoriser leurs entraîneurs sur les catégories jeunes. Et parfois, on valorise plutôt l'entraîneur sur les seniors. Donc, ça interroge aussi là-dessus. Et pour te répondre, Julien, là, je pense que le bon entraîneur, c'est l'entraîneur curieux, quel que soit son niveau. Et moi, j'aimais Oui, bah, bien, c'était même l'entraîneur brésilien qui était triple champion olympique. Il disait qu'à 50 piges, il continuait d'apprendre, il était toujours curieux. Et il y avait toujours n'importe quel entraîneur qui pouvait lui donner un petit tuyau qui le faisait revoir sa façon de penser. C'est-à-dire que
Ce que tu as dit, Zéline, j'aime bien. C'est-à-dire que c'est comme les joueurs, en fait, les entraîneurs. On est en formation permanente. De quand on commence à entraîner jusqu'à la fin de sa vie, en fait. On apprend sans arrêt. Ça vient de l'échange de ce type de choses. Des formations fédérales, des entraîneurs de notre propre club. Enfin, la richesse de ce qu'on va avoir sur des fois des petites vidéos, on chope des petites idées, puis ça nous inspire. Voilà, c'est cette ouverture d'esprit qui fait qu'à un moment donné, tu vas progresser. Un entraîneur, parce qu'à un moment donné, il a été bon et puis qu'il reste replié sur ses certitudes pendant 20 ans, bah, c'est comme le joueur qui, à un moment donné, qui pense qu'il a suffisamment progressé. Et puis quand tu lui donnes un conseil ou quoi, tu lui dis ah, c'est bon, je sais jouer, moi. D'accord, moi. Les joueurs qui acceptent plus les conseils, et ben, par exemple en M15, ben, ça reste des joueurs de départemental. C'est pareil pour les entraîneurs. Si à un moment donné, tu t'arrêtes et que tu penses que tu sais, c'est fini, quoi. C'est terminé. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je pars de zéro, donc forcément, c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux que progresser. Et là, depuis 15 jours, avec la mine d'informations qu'on a grâce aux conférences qu'il y a depuis 15 jours là, avec Chéo, franchement, c'est une mine d'or. Ouais, mais moi je pense qu'il faut que ça. Voilà, il y a plein de moyens de se former, hein. Il y a la filière traditionnelle fédérale. Alors, moi, vous allez dire, oui, t'en fais la promotion parce que forcément j'ai la veste et que je suis CTS. Mais voilà, moi dans mon parcours d'entraîneur, j'étais entraîneur de club. À chaque fois que j'allais en formation, putain, mais c'était. Alors au début, tu râles un peu parce que tu dis, ah, ça me prend du temps, mince, il faut que j'abandonne les équipes que j'entraîne. Ouah, trop dur. Par contre, à chaque fois que je rentrais, mais c'était une source de motivation et ça m'avait ouvert les yeux et l'esprit sur plein de choses que j'allais pouvoir expérimenter. Ouais. Et bien sûr, en complément, moi j'ai toujours été curieux, donc en plus des formations fédérales, bah, j'étais toujours à l'affût d'une vidéo qui traîne, dans ma ville, j'étais à Poitiers, il y avait Marc Francastel qui entraînait, je trouvais toujours le moyen d'aller voir un peu ce qu'il proposait, d'aller voir comment machin entraîne. Ah, il y a l'entraîneur du pôle pas loin, je vais aller voir ce qu'il fait. D'aller essayer comme ça de voir comment les autres Il y a bossent. Et je pense que les autres sports aussi. C'est intéressant de ouais, voir les les autres autres sports. sports, c'est vrai. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans là, en même temps que la pelote à côté. Et on s'est nourri l'un l'autre, les deux entraîneurs, énormément parce que quand tu vois ce que font les autres à côté, bon après, il faut aller voir aussi d'autres activités, basket, hand, etc. Mais c'est hyper intéressant d'aller prendre de l'info à droite à gauche et de se nourrir, quoi. Moi, je suis aussi assez curieux, même sur Internet, hein. Des fois, on tape volley sur YouTube pour trouver du contenu. On trouve des trucs sur l'apprentissage moteur, sur le tennis. C'est incroyable, hein. Le tennis, c'est fou aussi. Incroyable, hein. Ouais, si ça vous intéresse, moi, j'essaie de compiler des petites playlists sur l'apprentissage moteur et sur le volley sur la chaîne YouTube I Love Volleyball. Et j'essaie, en fait, dès que je trouve des petites vidéos intéressantes sur l'entraînement, j'essaie de les rajouter dans les playlists. Comme ça permet de savoir où chercher. Euh, voilà, Sur ton Facebook ou sur YouTube Ouais, sur YouTube, j'ai créé une chaîne qui s'appelle I Love Volleyball. Et j'ai fait plein de petites playlists où, alors il y a des trucs, c'est moi qui les ai postés, hein. Genre, j'avais posté des vidéos que j'avais fait quand j'étais sur le Pôle Espoir à Bordeaux. Mais après, c'est aussi des vidéos que tout le monde poste, que je trouve moins intéressantes. Je avec rajoute dans les playlists. Hein? l'espèce d'aigle? C'est l'espèce d'aigle? Non, I Love Volleyball, non, c'est I majuscule, L majuscule, OVE en minuscule, et il y a le V majuscule sur volleyball. C'est tout attaché. Et c'est le petit bonhomme de la Fédé. Voilà, parce que bon, sur Internet, c'est vrai qu'on trouve de tout. Mais en fait, quand tu n'as pas le contexte, effectivement, toi, si tu viens calquer ce que font les universités américaines, si tu n'as pas le contexte de je m'entraîne une fois par jour, le matin, plus le soir, et j'entraîne 18 et tu vois des files d'attente à n'en plus finir, si toi, tu calques ça sur tes M15 alors que tu t'entraînes une fois par semaine, on est d'accord, tu vas droit dans le mur. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Donc, moi, j'essaie de classer sur les playlists et entre guillemets, de trier ce que moi, je trouve intéressant. Après tout chacun voit midi à sa porte. Hein, mais Ça. ouais, voilà, exactement. Exactement. Donc, en fait, dans les playlists, donc, il y a celles que moi, j'ai publiées. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ce que moi, j'ai publié. C'est, voilà, dans les playlists, il y a une espèce de truc un peu fourre-tout. Mais j'ai quand même essayé de mettre des trucs un peu pertinents. Merci pour le tuyau. François,
Oui, Je vais peut-être sortir un peu du contexte du thème de la salle. Là. À un moment, tu as parlé des appels inversés. oui. Ouais, je voulais savoir parce que est-ce qu'il faut vraiment le rectifier? Est-ce que c'est peut-être un peu contre nature, quoi? Alors, sur l'appel inversé, moi, j'ai toujours essayé de modifier les appels inversés. Je dis bien toujours. euh, alors, sur des étapes, hein, au début tu fais de l'échelle de rythme, tu fais vraiment du travail de motricité, voilà, motricité bas du corps, haut du corps. C'est sur cette base solide de motricité bas du corps, haut du corps, qu'après, tu peux essayer de voilà, travailler ton appel. Tu es quasiment à 100% de réussite, hein, tant que tu ne mets pas de ballon, ou quand ta deuxième étape, ton ballon il est fixe, type ballon suspendu. Hein. Donc là, tu arrives quasiment à 100% de réussite. Et effectivement, là où la transition elle est un peu difficile, c'est au moment où ce ballon bah, il a une trajectoire et que là, en fait, la capacité attentionnelle du joueur, qui avant était sur son gauche-droite-gauche, puisque le ballon était fixe, tout d'un coup, c'est reporté sur waouh, le ballon, sa trajectoire. Du coup, il peut plus se concentrer sur son gauche-droite-gauche. Donc là, le gauche-droite-gauche, en gros, il faut qu'il soit fait de manière automatique, on va dire. C'est-à-dire que tu le fasses un peu sans y penser. Donc c'est plus cette bascule au dernier moment qui est un peu difficile. Mais pour autant, si tu prends des jeunes joueurs sur lesquels tu peux dire que tu n'es pas encore arrivé sur cet automatisme, c'est d'autant plus facile à modifier sur un jeune joueur et quelqu'un qui ne pratique pas depuis longtemps. Et là, c'est entre guillemets un jeu d'enfant. C'est plus difficile à déconstruire sur quelqu'un qui fait du volley depuis 10 ans et qui a vraiment automatisé ce geste. Et ça va être compliqué. Donc maintenant, moi, j'ai envie de te dire, avant 17 ans, il faut essayer dans 100% des cas. Après, si tu as un joueur de 23-24 ans qui a un appel inversé, bon, j'ai envie de dire, tu vas voir déconstruire un truc, ça va être trop compliqué. En plus, il va falloir qu'il accepte d'être mauvais pendant une certaine période. Ça va être un petit peu compliqué, quoi. Dans tous les cas, je pense que la démarche, elle doit se faire en pleine conscience avec le joueur. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai voulu modifier un appel inversé, j'ai toujours expliqué le pourquoi de la chose. Donc j'ai démontré, j'ai dit bah écoute voilà, on regarde quand on lance le javelot, on a le pied gauche devant et le pied droit derrière. Pourquoi? Parce que ça me permet d'ouvrir le bassin, d'avoir l'épaule ouverte et là ça me permet de lancer fort. Et ma démonstration va plus loin, c'est qu'à un moment donné on va lancer une frise. On avait beaucoup de... Ah mince. Je vous entends pas. Je sais pas si vous m'entendez. Moi, j'entends personne. Je l'ai, mais la focalisation dessus parce que fallait avancer sur autre chose, quoi. Donc, je ne pourrais pas te dire oui. Mince, alors moi, j'ai plus de son. J'ai plus de son. On faisait écrire un droitier avec la main gauche, quoi. J'ai l'impression que ça peut créer après des, comme on disait Nathalie, je pense que Nathalie, oui. Peut-être des problèmes psychologiques. Non, physiologique. Physiologique, d'accord. Et alors c'est pour ça que je me pose toujours les mêmes questions quand je vois une joueuse ou un joueur qui a un appel inversé, qui semble des trucs comme ça, et ça. C'est vrai que je me dis, c'est naturel chez lui, on ne lui a pas appris, quoi. Je veux dire, il vient avec ça. Et, je veux dire, pour moi, c'est naturel. Mais bon, voilà, c'est toujours le même problème que j'ai. Je me dis, est-ce que je vais essayer de le rendre, on va dire, normal ou alors le laisser jouer avec ses... Moi, je pense qu'il faut quand même essayer, mais sans que ça devienne une psychose à la fin, hein, si ça ne fonctionne pas, mais il faut quand même à chaque fois réessayer, voilà, sans en faire une obsession. Parce qu'à un moment, il y aura peut-être juste le déclic une fois sur une action et ça va être automatisé et c'est ça la mémoire
triste. Hein. Enfin, Je suis revenu, j'étais le seul à être parti en fait, c'est ça? Oui. Ah, j'étais complètement déconnecté. Alors du coup, je sais pas trop ce que vous avez dit. Peut-être, alors je sais pas si je vais faire doublon ou si je complète. Sur l'appel inversé, donc je disais que ça se fait forcément en démarche avec le joueur ou la joueuse. Donc déjà lui démontrer que ça va être intéressant pour qu'elle puisse accepter entre guillemets d'être mal à l'aise ou entre guillemets moins forte pendant un petit court temps. Donc accepter en fait d'être en échec temporaire pour potentiellement être meilleur après. Donc ça a marché 9 fois sur 10. C'est vrai qu'une fois sur 10, je suis tombé, la fille, elle n'a pas voulu. Bon là, je pense qu'il ne faut pas aller contre la joueuse. Hein. Effectivement, si elle n'accepte pas tout d'un coup d'être en échec et qu'il y a blocage et que ce n'est pas sa démarche à elle, bon, si c'est qu'on n'a pas été assez convaincant, je pense qu'il faut lâcher, il faut lâcher l'affaire. Hein. Voilà. Voilà, l'exemple, c'était Tony Parker. Hein. Je ne sais pas combien d'années après, il a modifié son geste de shoot. Il a accepté de ne plus mettre un tir pendant 4 mois de la pré-saison. De regresser parce qu'il savait que ça allait lui permettre de monter un petit peu plus haut après coup. Quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée. Il faut faire accepter à nos joueurs qu'au départ, ça va être moins bien, tu vas galérer. Mais rapidement, en fait, tu vas atteindre faut les faire rêver un petit peu sur ce qu'ils pourraient obtenir et le gain en termes de puissance et d'ouverture d'épaule s'ils arrivent à le modifier. Quoi. Moi, j'avais bien aimé quand même par rapport à l'approche sur l'appel inversé, ce que m'avait dit un jour Jean-Marc Duvet à propos du filet. En fait. C'était une protection animale. C'est les explications de Jean-Marc, hein, je ne reprendrai pas les mêmes mots. C'était une explication animale de protection. En fait, on se fermait sur le dernier appui par rapport au filet. Ah. Oui. Ouais. Juste à dit Jean-Marc Duvet et ça s'est arrêté. Ah, pardon. Oui, que c'était une explication de protection en fait animale, mammifère, qu'on protégeait le bassin, on protégeait là où on enfante en fait, avec cette fermeture d'appui et que il avait toute une approche par rapport au filet en fait. Et moi, au-delà de tout le travail que tu fais, François, notamment, enfin, j'adhère complètement sur tout le travail de différenciation de départ sur le spot avec des ateliers moteurs, des aménagements matériels, etc. Il y a aussi cet aspect par rapport au filet que j'aborde beaucoup. C'est-à-dire que je ne travaille plus chez Petiot, là, je travaille très loin du filet, je descends la hauteur du filet, je ne mets plus ce filet comme un obstacle pour notamment ces petites, chez les joueuses. Et je ne sais pas si ça n'a pas aussi un effet. En plus, je n'arriverai pas à savoir, mais à évaluer, mais en plus des ateliers moteurs et des aménagements matériels du milieu. Donc, je fais vraiment beaucoup de lancers, très très loin du filet, on attaque à 4 mètres, beaucoup de volume, très 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 loin du filet sur des séries, lancer entraîneur, et on arrive à corriger petit à petit quand même. Mais Thibaut, après tout ce que tu dis, ton filet n'a plus besoin. Tu utilises le mur, tu es à 4 mètres du filet. Pas besoin d'un gymnase de volley quand même. Ah ouais, mais il faut voir les filets qu'on a ici maintenant. Je me suis adapté. Et l'appel inversé, des fois, tu n'as même pas besoin de l'expliquer en fait. Tu fais lancer tes gamins, tu leur fais lancer la fameuse frite de piscine avec un objectif de distance à atteindre, même celui qui a l'appel inversé. Hein. À un moment donné, tu vas voir que tout seul, pour lancer la frite et toucher le tapis, à un moment donné, il va ouvrir le bassin, il va mettre le pied gauche devant, sans que tu aies rien eu besoin de dire. Donc, si tu es dans cette démarche à court terme et que ton appel inversé, tu dis, tiens, il est bon en 2, puis tu le cantonnes au poste 2 parce que c'est là où il est le meilleur avec son appel inversé. Alors que, en fait, même ceux qu'on l'appel inversé, si tu les fais attaquer des situations 4 en situation mini sur ces balles qui arrivent de derrière, naturellement, des fois, ils sont tentés de se mettre sur le pied gauche et de se mettre finalement correctement. Donc, moi, j'encourage vraiment à le modifier. Il y a plusieurs étapes à respecter. Il faut partir de la motivation et que ce soit la démarche du joueur. Et sur les jeunes âges, vraiment, c'est très rapide. C'est très rapide. C'est vraiment pas compliqué. Bon, les amis, je vais aller manger, je vais vous laisser. C'est vrai qu'il est 12h30. On a des gens d'autres groupes qui nous ont rejoints. Parce que ça doit être fini de leur côté, je pense. Merci beaucoup pour tous les échanges et puis à très vite, je pense. Merci bien. Au revoir. Merci à Salut, Isalie. Bonne journée. Ok.
Est-ce que, à moins qu'il y ait une autre question, ou est-ce qu'on se quitte là-dessus? Non, mais du coup, on n'a pas beaucoup parlé de 6-6. On a bien digressé, mais les bases sont là. J'aurais une question si possible. Ouais. J'ai un joueur, il est je crois, dans les 24 ans, et il a toujours un problème par rapport à sa manchette. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à bien, former la manchette. On a travaillé dessus pendant 2 ans quasiment, mais sans succès. Je ne sais pas donc s'il y a une autre méthode, une technique pour pouvoir améliorer ça, parce que là, il, il prétend jouer libéraux, et pour un libéraux qui n'arrive pas à avoir une bonne manchette, alors là, c'est très compliqué. Et j'aimerais donc avoir des propositions, parce que quand il forme sa manchette, il y a un creux qui se forme entre ses deux bras, et du coup, la planche n'arrive pas à bien ressortir. Et du coup, je ne sais pas, j'ai tout essayé, bon, quasiment beaucoup d'exercices, que ce soit physique ou technique, notamment avec le bâton, rien. Je ne sais pas donc si entre-temps, quelqu'un peut me proposer des solutions, des exercices qui pourront améliorer la manchette. Alors, alors vu l'heure, et puis comme on sort un peu du thème, je vais essayer de te faire une réponse vraiment condensée. D'accord. Qui dit amélioration technique d'un geste dit forcément répétition. C'est-à-dire se retrouver posté sur une situation où à un moment donné, toutes les 3-4 secondes, tu vas répéter le même contact. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si tu fais une manchette tous les 4 matins noyée dans du 6 contre 6 ou sur un mauvais circuit où tu fais ta manchette en ayant tourné, ramassé des ballons, te mettre dans une file d'attente pour faire la suivante, il n'y a déjà pas de progression possible. Donc, qui dit amélioration technique de n'importe quel geste, que ce soit la réception ou quoi d'autre, égale poster, répétition, un contact toutes les 3 secondes, ce qui permet, en fait, entre chaque contact, au joueur de tout de suite rectifier et lui-même de transformer un peu sa technique parce que le rythme est là. Et après, l'entraîneur, en seconde lame, il régule et il corrige. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que tu orientes vraiment tes situations sur ce type d'organisation en série où on va répéter le geste technique. Voilà, après, peut-être ton joueur, il faudrait qu'il se voit. Peut-être qu'en fait, il ne se rend pas compte. Donc, peut-être se voir sur le téléphone en action. Peut-être qu'il a l'impression de faire des choses dans l'espace tu peux peut-être essayer aussi ça. Voilà, après, voilà. Bah, après, on pourra en parler des heures. Mais bon, là, c'est compliqué de développer à cet horaire-là. Ok, sans souci. Compris. Merci. Voilà. Bon, merci à tous. Ben, merci à toi. Ouais, bon appétit. Et puis, Très instructif. voilà, Merci à beaucoup, bientôt. François. Merci Au bien. revoir, Au revoir. Nathalie. Merci à tous. Bonne journée. Salut tout le monde. Bye. Bonne journée. De retour. Ah, il y a le micro qui est coupé, François. Attends. C'est vrai. Voilà, là c'est bon. On t'entend. Voilà. Juste pour info, François, il faut que tu m'entends? Oui. Ouais, il faut que tu arrêtes l'enregistrement parce que